Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Aujourd'hui s'achève la saison 3 de Prenons un café. Et pour clôturer cette saison qui fut riche en émotions, j'ai eu envie de te proposer un épisode un peu spécial. Depuis 2 ans, je tends mon micro à des personnes concernées de près ou de loin par la parentalité. Je leur demande de me livrer ce qu'ils et elles ont de plus intime, sans filtre, sans tabou. Et ils et elles le font avec une transparence que j'admire beaucoup. Alors pour les remercier, pour te remercier aussi de les écouter chaque mardi, j'ai eu envie de me prêter à ce jeu qui est loin d'être facile. J'ai demandé à Sylvana, dont vous retrouverez l'histoire dans les épisodes 9, 33 et 47, de prendre ma place et de me tendre le micro. Elle était une évidence. Elle connaît si bien la maison Prenons un café et surtout la personne que je suis devenue. Je lui ai raconté mes débuts dans la grande aventure de la maternité. Je lui ai livré le plus intime pour que tu saches d'où je viens, qui je suis et surtout pourquoi le travail que je livre avec Prenons un café est si important pour moi. Alors plus que jamais, cette phrase a un sens particulier. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour mademoiselle Bulté. Bonjour madame. Peux-tu rapidement nous expliquer un petit peu qui tu es, comment tu t'appelles déjà, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, âge, ce que tu fais dans la vie maintenant, je pense qu'on le sait. Ça a changé dernièrement. Mais ça a changé dernièrement, c'est vrai qu'on peut faire une petite actu et nous dire qui est-ce qui rend tes jours plus merveilleux, n'est-ce pas, au sein de ta famille? Oh, c'est mignon, c'est joliment dit. Eh bien, je m'appelle Élise Bulté. Je ne donnerai pas mon numéro de sécurité sociale, même si je le connais par cœur. Je suis ce genre de personne. Pas du tout. Je suis ce genre de personne qui connaît son numéro de sécurité sociale par cœur. J'ai 32 ans. Je suis pacsée à Alexis et nous avons une merveilleuse petite fille de 4 ans qui s'appelle Alice. Et dans la vie, je suis productrice de contenu audio. Je crée des podcasts pour moi, pour vous, pour les professionnels et voilà. Bon, aujourd'hui, on est là pour parler quand même de ta parentalité, de ta maternité. Est-ce que, je sais que c'est une question que tu poses souvent en début de ton podcast, donc je me permets de te la retourner, hein, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de t'interviewer. Est-ce que tu as toujours voulu être mère? Non. Toujours voulu être enceinte, oui. Ah, c'est marrant. Mais pas toujours voulu être mère. C'est-à-dire que moi, depuis aussi loin que je me souvienne, je m'imagine enceinte, mais pas mère. Et alors pourquoi pour toi, après avoir un gros ventre, il se passe quoi? Je l'avais jamais en fait imaginé, je l'avais jamais transposé en fait. Pour moi, je sais pas, peut-être c'est parce que j'imagine les étapes l'une après l'autre, mais moi je voulais être enceinte. J'avais très très envie de savoir ce que c'était que d'avoir un gros ventre, d'avoir... puis en plus, comme moi, j'ai l'expérience du gros ventre hors grossesse avec ma petite colopathie. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais connaître avec un bébé à l'intérieur, mais depuis longtemps. Je me revois ado gonfler mon ventre sous la douche et imaginer ce que ça fait. Pour autant, je n'ai pas voulu avoir un bébé tôt dans ma vie. Mais ouais, et alors, j'ai jamais imaginé... je me suis jamais imaginée mère. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, parce que t'es un peu comme moi là-dessus. Moi aussi, je gonflais mon ventre après avoir bien mangé. Regarde, je suis enceinte! Et j'aimais bien voir ce que ça faisait tout dans le miroir. D'avoir le ventre bien tordu. Quand tu touches, tu te dis... J'ai toujours kiffé les femmes enceintes. Je trouve ça fascinant pour moi. Mais le truc, je pense, qui te bloquait à cette visualisation, c'est qu'on on peut pas savoir ce qu'est être mère tant qu'on ne le devient pas, tu vois. S'imaginer le ventre gonflé, c'est facile, tu manges un peu de brioche et ça passe. Mais s'imaginer mère, déjà que nos parents eux-mêmes nous partagent pas forcément leur ressenti, se projeter là-dedans. Ouais, puis je sais pas, pour moi, une mère, c'était l'opposé de ce qu'était ma mère aussi. C'était la mère au foyer, tu sais, qui était là et qui s'occupait de ses enfants, qui passait ses mercredis avec ses enfants, qui les emmenait à leurs activités extrascolaires, à la piscine, des trucs comme ça, tout ce que ma mère n'a jamais fait. Donc du coup, peut-être que c'est pour ça. Alors moi, j'ai imaginé que je serais ce genre de mère-là,
Je l'ai été un moment, je le suis de moins en moins parce que la vie. La vie. Et parce que j'évolue. Mais j'imaginais, je voulais être cette mère-là. Je voulais être cette mère hyper présente, tout ça. Mais pour autant, dans mon passé lointain, je ne m'imaginais pas en tant que mère. Et alors, quand est-ce que tout ça a pris un peu plus de sens et pris plus de place dans ton parcours de vie? Quand est-ce que tu t'es imaginé justement franchir ce cap du ventre juste gonflé par une bonne bière pour passer au ventre gonflé par un petit bébé? Je pense que c'est la personne avec qui j'étais qui a fait que. Ouais. Parce qu'avant Alexis, je ne m'imaginais pas faire un enfant avec une personne. Pour te dire, je suis tombée enceinte quand j'avais 20 ans. Et en fait, pour moi, il était inimaginable que cette grossesse aille au bout. À aucun moment, je me suis même posé la question. Je me suis jamais demandé si j'allais garder cette grossesse. Jamais, jamais, jamais. Et parce qu'en fait, je ne m'imaginais pas faire un enfant avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là. C'était une question de partenaire, finalement. Ouais, pas moi en tant que mère, parce que bon, même si j'étais étudiante et que c'était clairement pas l'idée du moment et mon ambition, mais c'est vraiment le côté non, je veux pas faire un enfant avec cette personne-là. Ouais. Et pourtant, après, avant Alexis, j'étais dans une relation longue qui était très sérieuse. Et à aucun moment, je me suis imaginée faire un enfant avec cette personne-là. C'est-à-dire que je savais que lui, par exemple, voulait pas... On était jeunes, hein, on avait 23, 24 ans. Ouais, mais bon, mais je savais que c'était pas dans ses objectifs. Et j'avais l'impression, quand moi, j'imaginais des enfants, que j'allais devoir le supplier un peu et du coup ça m'intéressait pas. C'était pas la bonne personne parce qu'on vivait ensemble, on est partis au Canada ensemble, je veux dire c'était très très sérieux et vraiment je me suis jamais imaginée avoir des enfants avec lui. Par contre avec Alexis, je me suis même pas posé la question en fait, c'était évident. C'est arrivé vite. Écoute, Alice, elle a 4 ans, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, donc je sais pas ce qu'on appelle vite ou pas. Quand Alice est née, ça faisait 3 ans. Un peu moins de 3 ans qu'on était ensemble, en fait. C'est arrivé comment ? En fait, c'est venu naturellement. C'est vraiment pas posé la question. Il m'avait demandé en Pax, parce que le monsieur me demande en Pax. Il m'avait demandé en Pax, et ça me semblait logique et tout ça. Et en fait, en discutant, donc on est en, fin 2015, début 2016, on se dit... on pensera avoir un enfant en 2017. Je pense que c'est bien le temps d'installer nos business, mon business. Toi, lui, il avait un job depuis 1 an, le temps de s'installer, d'avoir des promotions, tout ça. Et en fait, la vie a choisi un jour de faire déplacer mon stérilet, en fait. En mars 2016, en fait, j'avais mes règles et je mettais une cup menstruelle à l'époque. Et en fait, en enlevant ma cup, mes fils de stérilet étaient trop longs et en fait, j'ai tiré le stérilet. J'ai très mal. Ça m'a pas fait mal. Oui, je sais, c'était juste gênant, mais ça m'a fait mal. Et en fait, du coup, le stérilet est venu s'implanter dans ma paroi utérine, mais vers le bas. Ah là, j'ai très mal. Non, mais ça faisait pas mal. Vraiment, c'était pas douloureux. C'était juste très gênant. Je pouvais plus mettre de cup, tout ça. Donc voilà. Et donc, je suis allée voir mon médecin. On a fait une écho et ils me l'ont enlevé. Et il m'a demandé si on voulait en remettre un. Ah. Et à ce moment-là, on en a discuté avec Alexis, du coup, et je me revois, parce que c'est dans notre appartement à Marc à l'époque. Je me vois exactement où c'était. Et en fait, de se dire, qu'est-ce qu'on fait, en fait est-ce qu'on remet un stérilet ou pas? Sachant qu'en fait, si on avait dit 2017, techniquement, si je tombe enceinte là, ça fait presque 2017. Et en fait, on a décidé de ne pas remettre le stérilet. Et voilà, comment on a décidé de faire un enfant. C'est glamour, hein. C'est glamour. Grâce à une histoire de cup. Voilà. Mais moi, tu vois, c'est pour ça aussi que je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard, parce que moi, je ne crois pas au hasard de la vie. Je pense qu'il y a un moment. Elle aura dit au moins une fois. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, parce que je pense que c'était le bon moment, et finalement, l'histoire prouvera que oui, c'était le bon moment, en fait. Complètement. Et de par ma première grossesse qui arrivait sous pilule, je savais, où j'avais un gros doute sur ma fertilité, je savais très bien que j'étais assez fertile et que ça pouvait arriver comme ça, rapidement. Et donc ça, c'est arrivé en mars. Le temps d'enlever le stérilet, tout ça, machin... y a eu un cycle finalement qui s'est passé et je suis tombée enceinte le 13 juin 2016, jour de notre Pax. Voilà, la fameuse belle nuit. Ou belle journée. Alors, non, tout parce court. qu'en fait, en vrai, c'était pas le 13. Je pense que c'était plus le 14, parce que le 13, je sais très bien qu'il s'est rien passé. Mais bon, c'est le gynéco, quand on a fait l'écho de datation, qui nous a donné cette date. Et pour le symbole, on l'a gardé. Parce que... Ouais. Et en fait, voilà. Donc finalement, ça a pas mis longtemps, puisque je suis tombée enceinte 3 mois après. Et alors, au moment où tu l'apprends, du coup, parce que tout ça est un peu presque soudain, même si vous êtes décidé d'avoir cet enfant, tu t'attends... Enfin,
tu me diras, tu n'avais pas peur pour ta fertilité, mais elle arrive quand même vite, cette petite graine. À ce moment-là, toi, tu le vis comment? Lui, le vit comment? En fait, je pense qu'elle arrivait au bon moment parce que, tu vois, le mois d'avant, tu sais, quand tu commences à faire un bébé, tu vois tous les signes. Et moi, je pense qu'en fait, j'ai juste eu un SPM très, très violent le mois d'avant. Et je me suis dit, mais si, tu vois bien, d'habitude, je suis pas comme ça. C'est sûr, je suis enceinte et tout. Et en fait, il s'est avéré que j'ai mes règles. Et donc, j'étais pas enceinte. Et donc, en fait, je crois que si elle était arrivée là, ça aurait été trop tôt. Ouais. Mais du coup, comme j'ai eu ce côté de un peu déçu qu'en fait, elle arrive pas, le mois d'avant, j'étais contente qu'elle arrive en juin. Et c'était parfait. Et en fait, comment j'ai découvert ma grossesse? C'est simple, en fait, j'avais un retard de règles. Juste ça. Je devais combien de jours? 3 jours. Non, mais non, j'ai toujours eu un cycle très régulier. Hein. Oui, non, mais je toujours comprends. très régulier. Je devais avoir mes règles le mercredi. Le jeudi, je disais déjà à Alexis, je ferais pas un test? Je me dis, mais non, ça sert à rien, on va pas faire un test et gaspiller un truc alors que ça tombe, c'est juste normal. Enfin, ça tombe, tu calcules mal. Le vendredi, on ferait pas un test? Allez, s'il te plaît et tout. Et le samedi, je me souviens très bien, c'était un samedi matin, donc on prenait notre douche ensemble parce qu'il fallait aller vite parce qu'on avait un truc à faire. Et j'avais un test dans le truc de salle de bain. Et en fait, je dis, vas-y, je peux faire un test. Il dit, non, on laisse passer le week-end, tu attends lundi. Et j'ai dit, non. Et je suis sortie de la salle de bain à poil. J'ai pris le test de grossesse et j'ai couru m'enfermer dans les toilettes pour faire mon test. Comme ça, il n'avait pas le choix. Et j'ai fait mon test le samedi matin et la petite barre est apparue assez rapidement. Et le samedi après-midi, j'étais chez Etam Lingerie parce que j'avais pris une taille de bonnet de soutien-gorge. C'est fou, hein. C'est dingue, hein. Comment ça va vite, ça. C'est un truc... Ça, je m'y attendais pas. C'est incroyable. Quand j'ai appris l'arrivée de Théa, le lendemain, pourtant j'étais fatiguée, mais pas plus que ça, le lendemain, j'ai pris un bonnet et tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir un énorme rhume. Tu sais, genre, non mais là, il faut que je reste allongée au maximum. Je veux dormir. Mais d'un coup, quoi. C'est fou, hein. Ah ouais, moi, la fatigue, elle n'est pas venue tout de suite. Par contre, j'étais hyper impressionnée par je rentrais pas dans mon soutien-gorge. Je l'avais mis le matin, je savais pas que j'étais... Enfin, aussi, où je venais juste de le savoir. Et en fait, il allait. Je suis allée, je m'en souviens, parce que je suis allée nourrir le chat de copine qui était en vacances. Je suis revenue, et mon soutien-gorge, il me serrait, quoi. C'est un truc de dingue. Au point de changer de taille. J'étais chez Etam Lingerie de samedi après-midi. C'est un truc de dingue. Et là, vous vous dites quoi? Bon, a priori, on le garde. Oui. On s'est pas tellement posé la question. Tu te poses pas la question là-dessus. Est-ce que tu te projettes dans ta grossesse tout de suite? Est-ce que tout de suite, c'est une bonne nouvelle pour toi? Comment tu le vis? Comment lui le vit? Parce que autant toi, tu avais vécu ce questionnement de se dire « Ah, peut-être que je suis enceinte, mais si je suis enceinte et tout le mois d'avant. » Lui n'avait pas encore eu cette attente-là en interne. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que lui, tout de suite, se dit... réalise? Je sais pas s'il réalise, et je pense qu'il a pas réalisé tant que... C'était pas réel tant qu'elle était pas là. Et on en a déjà parlé de ça, et il m'avait dit ça, que même si la santé bougeait, tu sais, plus tard... c'était pas bien tellement... plus tard, plus tard. C'était pas tellement réel tant qu'elle était pas là, en fait. Mais par contre, je me souviens pas avoir eu une émotion particulière à l'annonce. Tout comme j'ai pas eu d'émotion particulière à sa naissance. Et lui non plus. On était contents, on trouvait ça fou, en fait, qu'il y a un truc qui se construise à l'intérieur. Mais moi, je me projetais pas. Genre, j'imaginais pas ce que c'était le mois d'après, ni le mois d'encore après, ni la naissance. Moi, je me suis jamais projetée. Alors à ce moment-là, parce que je te connais un petit peu, il me semble que tu as quand même un petit réflexe en Alors toi. Non, c'était avant. C'était avant ça. Je savais pas parce que oui, j'ai pris mon téléphone pour appeler un psy pour commencer une thérapie. J'étais enceinte et je ne le savais pas. Mais j'ai ressenti le besoin de consulter et je me souviens que je ne savais pas pourquoi. C'est marrant, ton corps t'a envoyé des signaux en mode ok, il va se passer quelque chose. Beware. Tu peux pas gérer ça en fait. Je crois qu'il voulait me dire ça. Tu peux pas gérer ça. Pas comme ça. Ouais, il y a un travail à faire avant. Et alors, du coup, tu as eu l'occasion d'aller voir cette psy? Oui, parce qu'en fait, du coup, j'avais le rendez-vous qui était pris. Et surtout que quand je l'ai vu au téléphone, je dis oui, non, j'aimerais prendre un rendez-vous comme ça. Rien de particulier, je voudrais prendre un rendez-vous. Et moi, je me suis fait tout un monde parce qu'entre le moment où j'ai pris le rendez-vous et le rendez-vous, il a dû se passer 3 semaines, 1 mois. Donc, entre-temps, j'ai appris que j'étais enceinte. D'accord. Et je suis arrivée, en fait, dans son cabinet et elle m'a demandé, pourquoi tu venais la voir? Ouais, voilà. Et puis, ce qui se passait dans ma vie en ce moment. Donc, je lui ai dit que je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Et il s'avère que finalement, cette thérapie a servi à dénouer tous mes liens familiaux, en fait. Tout mon rapport avec ma mère, avec mon père, avec mes grands-parents, avec ma sœur.
En fait, je me suis émancipée avec cette thérapie. Et en fait, c'est une thérapie que j'ai commencé donc, du coup, au tout début de ma grossesse et que j'ai faite pendant toute ma grossesse. J'ai fait une pause pour accoucher entre-temps. Et je l'ai repris, je crois que je suis retournée la voir peut-être 1 mois et demi ou 2 mois après avoir accouché. Donc, tu l'as vue combien de fois au final ? Je la voyais tous les 15 jours. Ah oui, donc c'était une thérapie. Hein. C'était un vrai ouais. truc. C'est pas de temps en temps pour aller papoter, c'est vraiment une vraie thérapie. Je la voyais tous les 15 jours. Et ça a duré jusqu'à, je pense, 1 an postpartum. Donc ça a duré quasiment 2 ans, quoi. 1 an et demi. Est-ce que tu as envie de nous dire les grandes lignes de cette thérapie, en quoi elles t'ont fait du bien et quelles clés elles t'ont donné pour ta maternité ? En quoi ça m'a fait du bien ? Te dire ce qu'on s'est dit, je m'en souviens pas. Et en vrai, ma vie est tellement différente aujourd'hui que c'est un truc que j'ai complètement clôturé. Et ce qu'on a travaillé, on a travaillé ma place dans ma famille avant d'être mère. On a travaillé ma nouvelle place après en devenant mère. Est-ce que je voulais imposer ? Parce que j'avais une vision de l'éducation déjà à ce moment-là, qui était complètement différente de ce que j'avais reçu. Mais tu le disais là tout à l'heure que quand tu t'imaginais mère, éventuellement, c'était pas c'était à l'opposé de ce que toi tu avais comme maman. Ouais. Et cette thérapie-là t'a permis de confirmer ces souhaits-là, d'aller plus loin. Non, parce que ça c'est pas la thérapie qui me l'a confirmé, parce que ça j'en étais convaincue. D'accord. J'ai toujours été convaincue que je voulais être une mère différente de celle que j'avais eue, qui a fait de son mieux avec les moyens qu'elle a eus, et ça je tiens à le dire parce que je sais qu'elle écoutera cet épisode, je le sais, je la connais, et donc, mais qui a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle a eus, et je ne lui en veux pas et je ne lui en veux plus aujourd'hui, parce que c'est aussi le travail, le travail post-thérapie. Ça, c'est pas le travail que j'ai fait en thérapie. C'est certainement que ça a débloqué aussi quand même toute cette rage, tu vois, toute cette... Cette thérapie m'a permis d'être en colère contre mes parents. Et c'est hyper important. Et c'est très sain. Tellement important et sain. Tu fais bien de le dire, parce que moi c'est vraiment un des points qui est encore là aujourd'hui, qu'ils ont eux du mal à comprendre, mais cette dualité finalement elle est là pour s'émanciper et s'épanouir. Voilà, c'est le terme que je cherche. Bah oui, parce qu'en fait, figure-toi que moi j'ai pas fait de crise d'ado. Tu vois, j'étais un peu vénère, vite fait, mais je me suis jamais rebellée contre la volonté de mes parents, à part pour fumer des cigarettes, parce que ma mère a détesté ça et qu'elle m'a privée de tous les objets que j'aimais parce que je fumais des cigarettes. Mais à part ça, je me suis jamais rebellée, je me suis jamais dit, j'ai jamais pensé mes parents c'est tous des cons. Quand je suis partie à la fac à 18 ans, je pleurais tous les soirs parce que j'étais loin de ma famille. Tous les soirs. C'est pas sain. Ah non, c'est pas sain du tout. C'est pas sain d'avoir ce genre de relation, c'est pas logique en fait, c'est pas normal. On peut être en manque de sa famille et tout ça, c'est pas la question. Mais je ne vivais pas ce que j'avais à vivre parce qu'en fait, c'était trop douloureux. Et en fait, j'avais besoin d'être en colère contre eux. En fait, j'avais besoin de remettre en question tout ce qu'ils avaient fait. C'est hyper sain. Ouais. Et constructeur, en fait. La preuve, c'est que... Ah ouais, non, mais c'est ce qui m'a sauvée, hein, clairement. Je pense qui a sauvé ma maternité. Juste ça, au-delà de moi, parce que non, j'étais pas dépressive et ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'étais très bien avec moi-même et j'ai jamais fait de dépression. J'ai pas de terrain dépressif. Et c'est pas pour ça que j'ai consulté. Mais ça m'a permis de m'émanciper et de prendre ma place de mère, en fait. Je pense que j'aurais jamais pu le faire autrement. Et quand je suis devenue mère, le travail n'était pas terminé. Parce que moi, j'ai pris ma place de mère quand ma fille avait peut-être 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Alors, ça tombe très bien. On va avancer un petit peu dans l'histoire. Tu nous as parlé de ta thérapie qui s'est poursuivie peu de temps après l'arrivée d'Alice. Ouais, je dirais 1 an après. Mais entre-temps, il y a eu l'arrivée d'Alice. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de la grossesse. Ah mais moi la grossesse j'ai rien à dire tellement c'était génial. Mais oui, mais moi j'ai rien à dire. C'était trop cool. Moi j'ai kiffé ma life pendant 9 mois. J'ai jamais été malade. J'étais juste fatiguée au premier trimestre et j'avais limite pas envie que ça se termine en fait. Moi j'étais bien. Meilleur moment de ma vie. Enfin j'ai pas eu de difficultés, mais que dalle, rien. J'étais même immunisée contre la toxoplasmose. Ah oui, j'avoue. Ah oui, non, j'avais un level de grossesse assez impressionnant. J'avoue. Et alors, du coup, l'accouchement pour toi, déjà, parce que c'est la première épreuve, finalement, celle qui compte pas autant qu'on voudrait le croire, hein, parce qu'on a tendance à sacraliser ce moment comme si c'était la fin de tout, alors que ce n'est que le commencement, les gars. Mais toi, comment tu l'as vécu ? Parce que, mine de rien, tu voulais pas... T'étais tellement bien dans ta grossesse que ça a duré un peu de temps. Ça a duré vraiment 9 mois et 2 jours. Et en fait, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est sortie un peu tard. Mais c'est ça. Le truc que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai rien préparé.
C'est-à-dire que mon accouchement, j'y suis allée limite les mains dans les poches. Ah ouais? Ah oui, non, mais ça, je savais pas. J'ai pas fait de préparation à l'accouchement, tu sais, médicalisée, parce que j'avais les connaissances, donc j'en avais pas besoin. J'ai fait une préparation à l'accouchement en sophrologie qui était géniale, qui m'a appris à respirer et qui m'a certainement appris à gérer quelques contractions. Mais vraiment, je suis allée les mains in the pocket. Enfin, vraiment... j'étais une autre personne il y a 4 ans. Donc, en fait, je peux te donner mon ressenti de mon accouchement à l'instant T et mon ressenti de mon accouchement aujourd'hui parce qu'ils sont complètement différents. Alors, à l'instant T, ça donnait quoi? J'étais très contente de mon accouchement. Il a duré un peu longtemps. Il a duré 36 heures. Mais à aucun moment de ces 36 heures, j'ai ressenti une souffrance. C'était long, j'ai pas beaucoup dormi, forcément, parce qu'il y a eu 2 nuits, du coup. Alors, le travail avait commencé le lundi 13 mars 2017 à 18h dans mon canapé, dans mon salon. Et en fait, la première nuit, je l'ai passée sur mon ballon à lire des bouquins avec mon chat, parce qu'en fait, j'avais des contractions toutes les 15-20 minutes. Donc, autant te dire, pas énorme, pas assez pour aller à la maternité, mais assez pour te faire chier et pas te laisser dormir. Ouais, c'est quand même un pré-travail déjà intense. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'étais là, moi, avec mon chat, on papotait, hein, on se disait des histoires et c'était cool. À 6h du matin, j'ai réveillé Alexis pour lui dire, parce que lui, du coup, il dormait, pour lui dire, en fait, là, ça dure un petit peu longtemps, enfin, je m'ennuie, c'est chiant un peu, tu veux pas te réveiller? Et puis bon, Alexis... T'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait en bas, que ça se bougeait? Non, pas plus que ça. Juste des contractions toutes les 15 minutes qui te font chier depuis la veille au soir. Et puis t'as pas dormi, quoi. Puis du coup, je m'étais levée le matin et j'avais pas dormi. Et du coup, il se réveille. Au bout d'un moment, je pense qu'il met une bonne heure à se réveiller parce que c'est Alexis. Et voilà. Et puis, on va marcher. Ah, cette fameuse balade. Moi, je connais une histoire, donc ça me fait toujours très, très rire, mais... On va marcher sur le bord de la Deule. Je resitue. Les détails. Un matin de mars. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. C'était pas une journée dégueulasse. On marche, et on marche comme on peut à 9 mois de grossesse. Moi, ça faisait déjà 15 jours que je marchais à peine, hein, donc j'avais très mal, j'avais beaucoup de douleurs ligamentaires, et surtout que ma fille faisait 4 kg 290, donc vous imaginez le poids. On marche et tout, et à un moment, je regarde Alexis et je m'effondre. Je lui ai dit, en fait, faut que je te dise un truc que j'ai jamais dit, mais en fait, je suis pas sûre de vouloir vraiment ce bébé. Je suis pas sûre de vouloir en fait un enfant. Et là, il me regarde. Paniqué, du coup, avec les yeux qui sortent des orbites. Quoi? Mais t'aurais pu me le dire avant. C'est pas un truc qu'on dit là maintenant. Mais comment on va faire? Mais de toute façon, on n'a plus le choix. Mais t'aurais pu me le dire, on fait pas un enfant. Parce que je lui ai dit, je crois que je l'ai un peu fait pour te faire plaisir. Mais on fait pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un. Donc en fait, je l'ai paniqué. Ah oui, je l'ai paniqué sévère. Bon, lui, il avait une nuit de sommeil, il aurait pu garder le sang-froid. Et se dire non mais ça va aller ma chérie, tu paniques. Mais je crois qu'il était aussi en panique de devenir père aussi en fait finalement, parce que c'était pas un événement chamboulant que pour moi, c'était pour nous deux. Et donc je lui ai dit ça et j'ai dû mettre au moins 3-4 mois à le rassurer derrière en lui disant que c'était pas vrai, que c'était juste la panique qui parlait. Ah ouais. Ah oui, c'est allé loin. Et parce que je lui ai vraiment fait peur, parce que je lui ai dit, en fait, je lui ai juste dit, c'est un truc que je t'ai jamais dit, comme si c'était un truc que je refoulais, tu sais, depuis des mois. Alors qu'en fait, c'était pas vrai. Je pense que c'est juste le manque de sommeil et la panique du moment. C'est la phase d'un peu de désespérance aussi qui arrive, quoi. Ouais, alors que j'étais pas là du tout. Hein. J'étais pas du tout. tout. Non, si tu veux. Donc du coup, on est allé à la maternité vers midi, sachant que j'avais une visite la veille, parce que la veille c'était mon jour de terme. Donc, tu as la visite obligatoire la veille, on y était allés. Et là, ils m'ont fait très peur parce qu'en fait, ils font une écho, ils font un monito et une écho pour vérifier que tout va bien. Et en fait, c'était une interne qui m'avait fait mon écho. Et je pense qu'elle n'était pas très au fait. Et elle m'a annoncé un bébé entre 4,7 kg et 4,8 kg. Sachant qu'à l'écho T3, on m'avait dit 3,5 kg. Moi, j'étais au mode « Oh, mais génial, c'est un bébé dans les normes, ça va passer crème. » Et là, on te dit 4,7 kg, 800. Moi, j'ai paniqué, en fait. J'ai eu très, très peur. Parce que direct, elle me dit ça. Elle me dit « Ah oui, donc du coup, un gros bébé, ça peut... » Elle m'a énuméré limite son cours, tu sais. Ouais. Ça peut faire un truc de démembré, machin et tout. Elle m'a annoncé tous les risques, un peu comme ça. J'arrive, je fais « Vous vous rendez compte ?» Enfin, je vais pas dit, mais moi, vous vous rendez compte que vous parlez quand même à une femme qui n'a pas encore eu d'enfant et qui s'apprête à donner la vie, genre le truc le plus ouf de sa vie. Ouais. Et on peut pas dire ça. Elle n'avait pas encore la pédagogie. Il lui manquait un truc. Reviens, copine. Voilà. Donc, j'étais déjà avec ce truc-là de 4,7 kg, 800. Et après, il y avait le médecin qui m'avait dit que non, c'était pas à ce point-là, que c'était peut-être un gros bébé, mais pas non plus. Et que les risques, elle était obligée de me les dire, mais que c'était loin d'être systématique. Et que voilà, mais j'ai eu très peur. Sans blague. J'ai eu très peur. Donc, à midi, le lendemain, on va à la maternité pour faire
les examens, parce que j'avais des contractions depuis quand même plus de 12 heures, du coup, de 18h la veille jusqu'à midi ce jour-là. Ça fait beaucoup de temps. Donc, pour aller voir où ça se passe. Et j'étais gentiment ouverte à 2. Ah, donc le travail avait vraiment commencé. Ah oui, il avait commencé. De toute façon, en même temps, j'étais à terme. Donc, c'était pas une fausse alerte. Mais tu peux avoir des contractions sans que ton col se ouais. Ceci dit, ça aurait pu encore durer vachement plus longtemps. Ah oui. Ah oui. Elle n'était pas pressée, la dame. Et alors, finalement, le fameux jour arrive. Donc, ah oui, parce qu'on était sur la question de ton ressenti. Ah, mon ressenti de mon accouchement. Oui. Donc, parce que ça, je finis l'histoire parce que ça a une importance, c'est que après, moi, j'ai marché pendant tout l'après-midi jusqu'à 19h. Non, j'ai eu un moment en pré-travail où ils m'ont administré quelques petits sédatifs pour que je dorme 1 heure ou 2. Pratique. Et après, on est allé marcher et ils m'ont dit de revenir en salle de travail, on dit. Salle de travail à 19h au moment du changement de garde. Comme ça, j'avais les sages-femmes à 19h, toutes pimpantes. Et voilà. Et donc, en fait, ils m'ont installée en chambre et ils m'ont mis la péridurale tout de suite et j'étais ouverte à 3, en fait. Donc, ça faisait 24 heures que j'avais des contractions, tous les 15 minutes, parce que ça s'était pas rapproché. Hein. Toutes les 15 minutes, peut-être 10-15 minutes. Et en fait, j'étais épuisée. Ouais. Et je pouvais pas continuer comme ça, surtout que j'étais qu'à 3 et que ça pouvait durer encore longtemps. Et ça a duré encore longtemps. Et donc, ils m'ont mis la péridurale. Et moi, de toute façon... Ouais, et puis de toute façon, moi, je voulais la péridurale. Hein. Je m'étais dit que si quelqu'un avait inventé un sédatif pour soulager les femmes, c'était que c'était une très bonne idée, tu vois. Il y avait certainement une raison. Ouais, voilà. Donc, je me suis dit oui, bien sûr. Et donc, ils m'ont mis la péridurale et ils m'ont percé la poche des os. Et le travail a ensuite continué pendant toute la nuit. C'est parce que, ce qui est logique, parce que j'étais allongée, inactive et je dormais. Parce que, en fait, toutes les heures, il y avait la sage-femme qui venait vérifier. Et en fait, je pouvais contrôler ma péridurale. Donc ça, c'était trop bien. Et donc, je me remettais une petite dose dès qu'elle avait fini de passer et qu'elle me disait « On en est là, ok. » Allez, hop, j'en mets ma dose, je redors. Et 1 heure après, elle revenait pour revérifier. Et donc, je ne remettais pas ma dose parce que je voulais sentir au cas où c'était le bon moment, en fait. Et je voulais être actrice de ça. Et ça a été le bon moment. Donc, le lendemain, à 7h du matin. Chouette. Oh, c'était bien. Oh là là. On a fait toute la garde avec les sages-femmes. On a sympathisé, ma foi. C'était bien. Et donc, du coup, t'avais bien géré ta péridurale. Ouais, j'ai bien géré. J'ai tout senti. Je l'ai senti naître. Je l'ai senti... parce qu'en fait... J'étais à 6h du matin, à dilatation complète, sauf qu'elle était encore en haut de mon bassin. Et les sages-femmes m'ont dit, on arrivait au changement de garde et comme on ne connaissait pas le sexe de notre bébé, il y avait un espèce de jeu avec les sages-femmes, parce qu'on ne voulait pas leur donner les prénoms qu'on avait choisis non plus. Parce que pour nous, tant qu'elle n'était pas là, c'était pas réel en fait. On n'a jamais dit des prénoms à qui que ce soit avant qu'elle soit là. Vous donniez des noms ou pas ? On l'appelait Cacahuète. Ah oui, c'est vrai. Mais nous, on l'a jamais appelée. On savait pas si c'était une fille ou un garçon. Ouais, c'est vrai. Donc, on l'appelait Cacahuète. Ça a été Cacahuète jusqu'au bout. Par contre, à la seconde où elle est sortie, c'était plus Cacahuète et ça l'a plus jamais été. Mais donc, du coup, c'était devenu un jeu. Il y avait ce petit truc-là où la sage-femme a dit autant faire l'accouchement ensemble parce qu'on est restés ensemble toute la nuit. C'est vrai que c'est dommage de passer le relais à une équipe. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence les pousser. Mais qu'on ne les comptabilise pas parce que sinon, au bout de 20 minutes ou 40 minutes, je ne sais plus, on doit appeler le gynécologue. Et moi, je trouvais que c'était une super idée. Aujourd'hui, non. Mais c'était une super idée. Donc, du coup, j'ai poussé très, très fort. Et pendant très, 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 trop longtemps. Il y a eu 4 poussées. À la 3e, en fait, elle était toujours pas descendue et on a dit bon, c'est la dernière et après, tant pis, on laisse faire la nature et elle descendra d'elle-même. Sauf qu'en fait, j'ai tellement tout donné j'ai senti son pop, sa tête popper sur le col, sur mon vagin, je pense, parce que le col il était ouvert, donc c'était de la descente. Ouais, voilà, ça. Je pense que c'est ça. En tout cas, j'ai senti popper comme une ventouse un petit peu et je l'ai senti. Donc, je sentais tout ça. Et puis après, l'accouchement, je l'ai poussé, pas tellement de temps parce qu'en fait, elle est sortie assez easy, quoi. Je sais pas combien il y en a eu. Et voilà, elle est sortie de moi et j'ai rien ressenti. Justement, à ce moment-là, t'as rien ressenti. Est-ce que toi, ça t'a perturbé ? Est-ce que... Il y a un truc qui m'a perturbée, c'est quand la tête, elle est arrivée et que la sage-femme m'a dit la tête est là, vous pouvez toucher. Et moi, j'étais en mode petit soldat. Enfin, moi, je faisais tout ce qu'on me disait. Tu sais, première de la classe. Jusqu'au bout, hein. Et m'aurait dit, mets du stabilo, j'aurais mis du stabilo, tu vois. mais du coup, donc moi, je faisais tout ce qu'on me disait. Donc, elle m'a dit, mets la main. Moi, je mets la main, sauf que j'ai senti sa tête entre mes jambes. Et ça, je voulais pas, en fait. Ouais. Ça a été très dérangeant pour moi de me rendre compte qu'en fait, elle était passée là. Et que la dernière... Enfin, du coup, j'ai touché mon entrejambe avec sa tête dedans. Ça m'a beaucoup gênée. Et j'étais pas prête pour ça. Et elle est sortie. Et alors, autant je me souviens pas du moment où ils l'ont mis sur moi,
autant je me souviens exactement du moment où ils nous ont dit que c'était une petite fille. Ah, c'est fou. Elle est sortie. La sage-femme nous dit c'est une petite fille. Et Alexis et moi, on s'est regardés et on a prononcé son prénom en même temps. Parce que c'était une évidence. En fait, Alice, c'est un prénom qu'on avait... en fait, on ne s'est pas posé la question des prénoms. C'était Alice ou rien. Il y avait un prénom de garçon qu'on avait mis au cas où, mais de toute façon, si elle avait été un garçon, on aurait changé parce que c'était pas imaginable en fait. C'était vraiment un prénom lambda. Et c'était Alice ou rien. On n'a jamais hésité entre un autre prénom de fille. Enfin, ça a toujours été ça. Et donc, en fait, elle était une évidence. Elle a toujours été une évidence en fait, depuis le début. Tu la vois arriver, tu dis c'est elle. Voilà, en fait. son arrivée, elle était une évidence. Sa conception a été une évidence. Ce stérilet qui se fait la malle a été une évidence. Tout a été une évidence. Elle n'est pas arrivée dans ma vie par hasard, Alice. Ça, c'est certain. Et si c'est elle, c'est... Tu vois, tu voulais me faire pleurer, je me fais pleurer moi-même. J'ai installé des pauses exprès. Si, elle est tout sauf un hasard dans ma vie, Alice. Et le fait que ce soit elle et ce moment où on s'est regardé et on a prononcé son prénom en même temps, c'est le souvenir que moi, je garde de ce moment-là, en fait. Bien plus que le moment où elle était posée sur moi, où je la regarde pour la première fois, et moi, je la regarde pour la première fois, je la connais pas, en fait. Bah à ce moment-là, tu l'accueilles, finalement. Quand tu prononces son nom dans les regards ouais, de ton homme, voilà, tu c'est l'accueilles. ça. C'est ton moment Et d'accueil. il note son nom, son prénom sur son petit bracelet qu'ils mettent à son pied, là. Mais ils l'ont mis sur moi, et en fait, je me souviens pas. Je me souviens parce qu'il y a des photos. D'un moment où elle est sur moi, il y a une photo où on est tous les trois, mais moi je me souviens pas de ce moment-là. Mais ça te perturbe pas plus que non. pas ressentir un flot d'émotions Non, je suis pas perturbée et je suis encore, mais à aucun moment ça m'a perturbée d'ailleurs, jamais. Ah bah, tant mieux. J'ai toujours. Puisqu'on rappelle à nos auditeurs, n'est-ce pas, que c'est ok de ne pas pleurer comme une Madeleine. Moi, j'ai pas eu ce moment de waouh, quoi, c'est le plus beau jour de ma vie. Pour moi, mon accouchement était clairement pas le plus beau jour de ma vie. Et ouais, je me souviens il me semble qu'elle a fait une tétée d'accueil, ouais, ça c'est quasiment sûr. Et puis on est resté là 2 heures en surveillance. Et puis voilà, j'ai fait une hémorragie de la délivrance et je pense que ça joue aussi sur le fait que j'étais peut-être pas au fait. Dedans, quoi. Ouais, et du coup, Alexis, il lui a un peu traumatisé parce que quand il a vu mon sang gicler sur la sage-femme qui était étudiante et qui a fait une drôle de tête, il a eu peur et il me l'a pas dit. Et ça, je le remercie parce que moi, je m'en suis pas rendu compte. Je l'ai su qu'après que j'avais fait une hémorragie. Moi, je l'ai pas su. Je me suis pas rendu compte. Lui savait. Et après, on est remonté en chambre et je crois que c'est à partir de ce moment-là que la vraie vie a commencé et qu'on s'est rendu compte que ça allait être tout sauf que du bonheur, je crois. Pourquoi ce moment-là ? Ça a été la mise au sein forcée. La fameuse. La fameuse. En fait, on est rentré en chambre et tout se passait très bien. Bon, voilà, chambre individuelle, tout était nickel. On est là. J'étais un peu crevée, quoi. Je pouvais pas me lever parce que j'avais fait mon hémorragie, donc j'avais pas le droit de me lever et tout ça. Mais c'était ok. Enfin, si je me levais, je tombais, quoi. Donc, mais allongée, ça allait. Et en fait, il y a une puéricultrice qui est arrivée à un moment pour la mise au sein. Et moi, je me dis chouette, parce qu'autour de moi, il y avait personne qui allaitait. Par contre, alors, ce qui est drôle aussi, c'est qu'avant d'accoucher, je disais l'allaitement, oui, je vais essayer, mais si ça marche pas, ça marche pas. Par contre, à la seconde où elle était là, à la seconde où l'allaitement ne marchait pas, je me suis battue, mais comme une lionne pour ça. C'était ma raison de vivre, en fait. Cet allaitement a été... Et je sais pas pourquoi. On trouve une force, ça prend pas, c'est pas le sujet, c'est juste que quand ça prend. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as envie de te battre pour cet allaitement, je sais pas d'où peut-être les hormones, allez savoir. Je sais pas. Mais on trouve une force inespérée, quoi. Ouais. Ouais, non, je me suis battue. Et en fait, il y a cette puéricultrice qui arrive, je me dis, chouette, on va montrer comment ça se passe, parce qu'autour de moi, j'avais pas de copine qui avait allaité. Et puis, moi, j'ai pas été allaitée. Enfin, c'est pas une pratique courante chez moi. Donc, je me dis, chouette, machin et tout ça. Donc, moi, encore une fois, première de la classe, je me fais en mode tout ce qu'on me dit. Et donc, je suis assise et tout, je ne peux pas bouger. Et en fait, je me retrouve complètement immobilisée, en fait. Je suis les bras le long de mon corps. Je suis assise là sur mon lit avec le truc remonté. Et en fait, la puéricultrice prend mon bébé. Elle met une main sur sa tête, une main sur ses fesses et elle me la colle sur le sein. Mais elle prend les 2 petites mains de mon bébé, les colle sur mon sein et dit « Quand on mange, on met les mains sur la table. » Ce moment-là a failli faire foirer mon allaitement. Je me rends pas compte, moi je peux rien faire, donc non seulement j'apprends aucune position parce que je suis pas actrice, j'ai pas mon bébé dans les bras, et en plus de ça, du coup ça a traumatisé ma fille en fait. Elle avait 2 heures de vie, elle était déjà traumatisée.
par quelqu'un d'extérieur. Ça, tu le comprends tout de suite, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Non. Alors ça, je l'ai compris 2 ans après. Mon allaitement était terminé quand j'ai compris ça. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, à chaque fois que je la mettais au sein après, que j'essayais, elle hurlait. Elle hurlait et il n'y avait pas de raison parce que parfois, elle tétait bien, elle n'avait pas de frein. Elle n'avait rien de physiquement qui la bloquait. Elle avait un bon poids, elle n'était pas trop petite, mes seins étaient très bien. Mes seins étaient très bien. Mes seins étaient très bien, on leur a placé ça aussi. J'avais du colostrum, mes tétons étaient là. Il n'y avait pas de problème physique qui pourrait empêcher l'allaitement chez moi comme chez elle. Il n'y avait aucune explication, juste elle hurlait et elle refusait de téter. Réfractaire, quoi. Ouais, elle hurlait, quoi. La première journée passe comme ça. Bon, de toute façon, elle était un peu shootée, hein, l'accouchement, tout ça. On s'inquiète pas tellement. Et puis, de toute façon, comme elle avait un beau poids à la naissance, c'était pas grave si elle perdait un peu. Tu vois, c'est pas comme les bébés qui naissent avec un petit poids qui doivent être alimentés absolument pour leur survie. Nous, c'était pas ça du tout. Elle avait des réserves. Et en fait, pendant tout le séjour à la maternité, moi, j'appelle à chaque fois quand j'essaie de la mettre au sein parce qu'elle hurle, elle veut pas, elle change des positions, j'essaye autre chose. Et il y a personne du personnel médical, sachant que j'ai plus jamais revu cette meuf après. Il y a personne, pas de sage-femme, pas de puéricultrice, qui arrive à comprendre pourquoi elle hurle et pourquoi elle ne prend pas le sein. Il y a rien qui s'explique. Il y avait, je pense, pas de conseillère en lactation, sinon on me l'aurait dit. Et j'en sais rien. Enfin, je vois pas pourquoi on me l'aurait pas dit, voyant qu'il y avait des difficultés à l'allaitement. Et puis moi, je savais, c'est un métier que je connaissais pas à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est tout. Elle hurle, à tel point qu'au bout de 2 jours de vie, ma fille n'a plus de voix. Ah ouais. Elle a plus de voix. Elle est comme toi quand la France gagne un match de foot. Elle a plus de voix. Elle est déshydratée. Elle a la peau toute sèche. Ah oui, donc elle faisait pas semblant dans ses non. Et autant le premier jour, on se rend pas tellement compte parce qu'elle dort beaucoup. Et aussi, elle a avalé du liquide amniotique à la naissance. Alors peut-être qu'il pense un moment que c'est ça, qu'elle est gavée de ça. Et donc du coup, c'est peut-être ça. Elle a pas faim. Elle cherche pas à téter. Ils me l'emmènent pour lui enlever du liquide amniotique. Je n'ai pas vu ça parce qu'apparemment c'est impressionnant et donc du coup pour me préserver ils n'ont pas voulu que je vienne avec, mais ça a duré, ils sont partis avec elle 2 minutes, hein. Oui, ça va vite mais c'est impressionnant. Tu vas chercher un petit peu. C'est ça. Donc du coup voilà, et en fait ils font la manip et puis en fait non, toujours pas. Le lendemain elle est un peu plus éveillée et elle tète pas, et en fait ce soir-là c'est là où elle a plus de voix, tout ça. Ils me disent en fait on peut mettre en place, non ils me disent pas ça, ils me disent là, il faut qu'elle s'hydrate, parce qu'elle est en train de se déshydrater. On peut mettre en place un tire-allaitement, si vous voulez, mais là, on n'a pas le matériel. Est-ce qu'on lui donne un biberon de lait artificiel ? C'était la nuit, j'avais pas dormi. Bon. 36 heures d'accouchement, plus les nuits, un bébé, quoi. J'ai dit oui, parce que je veux pas laisser ma fille comme ça. Oui, bien sûr. Alexis lui donne ce biberon, et ça l'image, je l'ai encore très très bien en tête. Lui, il était content de lui donner un biberon parce que c'était un moment tous les deux et ça les a kiffés. Je me souviens pas avoir pleuré autant, je crois. C'est un moment apaisant pour lui, pour vous quelque part, parce que vous savez qu'elle est nourrie, mais parce qu'elle a une solution. Moi, j'étais pas apaisée, hein. Tu le vois comme une. Moi, ça a été. De toute façon, c'est quoi. simple. C'est le seul et unique biberon de lait artificiel qu'elle a eu dans toute sa vie. De toute sa vie. Elle en a jamais eu un autre après. Donc, on rappelle que c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. C'était moi. La main sur l'événement, quoi. Et puis juste, je trouvais, il y avait tellement pas de réponse en fait, et j'étais tellement pas prête à abandonner ça. Et surtout que je savais même pas que j'allais avoir cette réaction-là. C'était quelque chose qui n'existait pas pour moi. C'était vraiment, si ça marche pas, c'est pas grave, ce sera la solution, et puis c'est tout. Mais je voulais pas en fait. Je voulais pas fail ce moment. Je voulais pas ne pas l'allaiter. Je voulais pas ne pas réussir ça en fait. C'était pas possible. Et donc, du coup, et je voulais pas, surtout sans avoir épuisé toutes les solutions. Ouais. Aussi. Je comprends. Donc, elle a ce biberon, voilà, et le lendemain matin, il y a ses chers amis d'Anno Santé qui débarquent avec un fameux tire-lait. Avec le tire-lait. Donc, je choisis le tire-lait qui me va, que je préfère, machin et tout, pour la location, en fait. Et là commence l'aventure du tire-allaitement. Yay! Donc, voilà, le tire-allaitement a duré 12 jours et après, elle a pris le sein, mais 12 jours assez intenses. Le tire-allaitement, c'est mettre son réveil toutes les 3 heures pour tirer son lait, parce qu'il faut que la lactation se mette en marche. Donc, c'est pendant 24 heures, toutes les 3 heures, tirer son lait. C'est ne pas avoir de répit parce qu'en fait, toi, tu tires ton lait, mais donc, du coup, il n'y en a jamais un qui se repose parce que Alexis, la nuit, devait se lever pour lui donner les biberons pendant que moi, je tirais mon lait.
ça a été 12 jours assez intenses où les douleurs étaient là, c'était atroce parce que j'avais mal au ventre. Et puis la logistique, c'était laver... parce que quand tu donnes le biberon, tu laves tes biberons. Là, tu laves tout le matériel et il y a une façon particulière de laver le matériel parce que... T'as peur de tout, on te parle de staphylocoque et de machin et nanana. Et c'était à chaque fois. Et puis surtout qu'on n'avait qu'un seul set pour le tire-lait, tu vois. On n'avait qu'un seul truc, donc il fallait vraiment laver à chaque fois. Et les conservations, alors c'est dans ta tête, toi, tu es en postpartum immédiat. Tu dois savoir quel est le lait que tu dois donner en premier à ta fille. Donc il faut penser à le noter, il faut penser à se souvenir. Enfin, horrible. Vraiment, c'est pas mon expérience préférée. Toi, tu l'as préférée. mal vécu, et puis surtout que tu as un fond de... en fait, j'ai envie que mon allaitement au sein fonctionne. Non, à ce moment-là, je le vivais. Enfin, c'était OK. Elle avait mon lait, tu vois. Ouais. Genre, je faisais ma part, tu vois. Le job. Ouais, je faisais mon job. J'ai fait mon taf. Voilà. Et elle avait mon lait. Et puis après, c'est vrai que quand elle a commencé à prendre le sein, ça a été un peu plus simple. Mais le sein n'a jamais été pour Alice quelque chose d'apaisant, comme on peut l'entendre. La tétée doudou, la tétée câlin. Non, ça n'a jamais été ça. Un câlin, oui. Mais avec son elle pouvait à ce moment-là te faire un câlin, juste tu la prends dans les bras pour l'apaiser, sans téter. Ah oui, et c'était OK. Ouais. Elle s'endormait au sein parfois, mais comme un bébé pourrait s'endormir à un biberon. En fait, mon sein, c'était son biberon. D'accord. Il n'y avait pas le côté plus... Enfin, il y avait des moments parce que forcément, elle était au plus près de moi et voilà. Mais il n'y avait pas de tété câlin. Elle m'appelait pas juste pour tétouiller. Enfin non, c'était toujours des grosses tétées de j'ai faim. Et ça n'a jamais été, sauf en cas de pic de croissance où là, c'est intense. Mais c'est finalement anecdotique pendant toute la durée de l'allaitement, parce que je l'ai allaitée pendant 12 mois. Les tétés, c'était uniquement quand elle avait faim. Donc, c'était aux heures des repas, enfin, aux heures des repas, entre guillemets. Enfin, c'était vraiment toutes les 3-4 heures, quoi. Et à ce moment-là, alors je sais qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, le travail du livre, du manuel très illustré de l'allaitement. Aujourd'hui, voilà, c'est de la petite référence, la Bible que tu as reçue d'ailleurs. Mais à l'époque... Est-ce que tu vas chercher des informations? Est-ce que tu te rapproches d'une conseillère en lactation? Est-ce que tu essaies de trouver ce savoir qui est finalement le fameux pouvoir pour reprendre le contrôle de la situation? Alors, conseillère en lactation, c'était pas si facile de les trouver à ce moment-là. Non, mais même encore aujourd'hui, c'est pas évident. Je trouvais ça vraiment difficile. J'étais allée sur le site de la Leche League, mais alors je me sentais jugée à foison. J'étais allée sur un forum sur Facebook aussi, enfin une page là. Mon Dieu, et à chaque fois que je posais une question... en gros, quand ça foirait, c'était de ma faute. Tu vois, elle avait une tétine, Alice, parce que du coup, comme elle tétait pas quand même pour se rassurer, elle avait quand même un besoin de succion. Mais elle voulait pas se rassurer avec mon sein. Il y a un moment, en fait, le petit doigt, si tu veux le garder... Attends, si tu veux le garder, si tu veux essayer d'avoir une vie, il faut passer à autre chose. Et voilà, donc elle a eu la tétine je crois qu'à 3 semaines, 1 mois, elle avait la tétine. Et en fait, je dis ça parce que c'est vraiment, du coup, je me justifie là avec cette tétine. Parce que j'ai ressenti le besoin de me justifier au moment où j'en parlais. Quand j'avais un problème avec mon allaitement, que je posais une question sur les trucs, tout de suite, c'était « t'as une tétine, cherche pas, c'est ça, c'est de ta faute, tu t'avais qu'à pas lui donner une tétine. » Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très culpabilisant, surtout que généralement, les problèmes venaient pas de là. Donc, je me suis vraiment sentie assez seule et vraiment, en plus, j'avais pas de copine autour de moi qui allaitaient. Et c'est ça aussi le truc, c'est que moi, quand je suis devenue maman, à Lille, je connaissais très peu de gens. Ouais. Je connaissais vraiment... C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'avais un enfant, je sais que ça serait complètement différent. Genre vraiment différent. Que tu aies le pouvoir ou pas, parce qu'aujourd'hui, tu t'es entourée, quoi. Ouais, c'est ça. Que je sache tout ce que je sais aujourd'hui ou pas, c'est pas ça. Enfin, ça changerait forcément les choses, mais c'est pas ça. Vraiment, à ce moment-là, je me suis sentie seule. Ma famille était loin, il n'y avait personne qui était là pour moi. J'ai demandé de l'aide, mais les gens étaient trop occupés pour venir m'aider. Et c'est des personnes qui avaient des enfants ou pas? Non. Mais qui m'ont dit pardon quelques années plus tard. Ah ouais. Au moment où ils ont eu des enfants ou pas? Oui. Voilà. Non, mais c'est dingue. C'est encore l'épisode que tu as fait avec les triplés. C'est exactement ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une réalité que tu ignores et que tu n'arrives pas du tout à te projeter tant que tu ne l'as pas connue ou tant que tu ne l'as pas vue autour de toi. Moi, je sais que j'ai toujours été autour de familles, j'ai vu des femmes enceintes, allaitées, etc. Ça faisait partie de mon univers. Donc, très rapidement, sans avoir d'enfant, j'ai toujours eu les réflexes de « je ramène la lasagne, les gars ». Et comment toi, tu vas. Et puis peut-être que pour toi, c'est aussi culturel. Oui. Ah non, mais je il y a cache ça pas, aussi, tu vois. Clairement, il y a de ça. Moi, et clairement, toi, pas du tout. Si tu veux, non. Et puis, en fait, c'est un peu le problème quand tu es une des premières dans ce cercle à avoir des enfants aussi. De ça. Et puis, ma famille est pas très loin en soi. Elle est à 1 heure de route, mais assez loin pour pas venir souvent. Assez loin pour pas débouler. Mais qui aurait pu, pour le coup, qui aurait pu.
qui, je sais, aurait pu... logistiquement, c'était possible, je le sais. Mais qui n'était pas là. Ça, c'est donc, un à ce moment-là, fait. t'es seule. Et je suis très seule. Alexis reprend le travail 11 jours après. Les fameux. Donc, je suis vraiment très seule. Et en plus, moi, j'étais à mon compte et j'ai repris le travail quand Alice avait 6 semaines. Tu t'es renseignée un petit peu sur tout ce qui était postpartum? Alors non, parce que tu sais, moi, après la grossesse, il n'y avait plus rien qui existait. Moi, je N'est-ce voulais pas être enceinte. Avoir le gros ventre. Ouais, même si je n'ai pas préparé mon accouchement, pourquoi aurais-je préparé mon postpartum? Enfin, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Je connaissais même pas ce mot. Moi, je me suis fait pipi dessus pendant 6 semaines. Jusqu'à la rééducation de mon périnée. Tout ça parce que j'ai poussé 4 fois pour accélérer la nature pour que ma fille arrive plus vite. Tu as poussé 4 fois en faisant semblant d'être très constipée. Ouais. Tu vois, il y a mais poussé parce et que poussé. non, mais c'était pas poussé pour la faire sortir en plus à ce moment-là, c'était poussé c'est pour pas la bon, faire non. descendre. C'est un truc qui n'existe pas normalement, que tu fais en te déplaçant et en te mouvant, voilà, mais pas allongé sur un lit en forçant la nature. Ça a détruit complètement mon périnée, qui était sans doute un peu faiblard dès le départ, mais moi, ce que j'avais prévu comme vêtement dans ma valise de maternité m'a duré 2 jours. Je suis restée 5 jours parce qu'en fait, je me faisais pipi dessus tout le temps et que du coup, j'avais des vêtements sales tout le temps. Oui, donc tout de suite, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'accouchement, rapidement, ouais. vous avez compris que ça serait pas aussi, oui, édulcoré que on ce que a vous bien aviez imaginé. compris ça. Par contre, on avait déjà des principes. À savoir, à la maternité, on avait déjà établi une liste précise des personnes qu'on voulait voir et les autres, c'était non. Alors, il y a des gens qui ont été très vexés, mais c'est pas grave. C'était des choses qu'on avait déjà instaurées. Et ça, merci la thérapie de m'avoir donné le pouvoir sur ça. Et aussi, l'avantage d'avoir été seule, finalement, c'est qu'on a fait ce qu'on a voulu avec notre fille aussi, sans recevoir d'injonction. Donc, tout ce qu'on voulait mettre en place, on l'a mis en place. tu as reçu des personnes à la maison? Alors oui, comme tu dis, j'ai reçu des personnes à la maison, en effet. Je leur ai préparé le café, les petits gâteaux, et ils se sont installés dans le canapé pendant que moi, j'allais tirer mon lait et que la sage-femme venait pour m'ausculter à 3 jours de mon retour à la maternité. Ouais, ça j'ai fait. C'était ça ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Prenons un café. N'est-ce pas? Clac! Et non, c'est ça, ça a été dur en fait, parce qu'au final, c'était ça. Et après, au bout de 6 semaines, la rééducation du périnée m'a quand même vachement aidée sur la partie physique en tout cas. Mais ma sage-femme, c'était la seule personne que je voyais dans la semaine, quoi. À part Alexis quand il rentrait du travail. Et avec ta sage-femme, tu arrives à parler de ce qui va, ce qui va pas, Non. des questions, rien? Non, mais tu sais, moi, quand je connais pas quelqu'un, je suis très dans l'humour, je suis très dans la blague. Quand je suis pas à l'aise, je ris. Quoi. Je suis très Gémeaux comme personne. N'est-ce pas? Et c'est fou. Et en fait, non, quand je rentre pas dans l'intime comme ça, donc en fait, elle devait se dire que j'allais très très bien, quoi. Que j'étais, de bonne humeur, guillerette et tout ça, mais ce qui était un peu le cas. Enfin, j'étais contente. C'est pas ça, j'ai pas fait de dépression, j'ai pas fait tout ça, mais juste je me sentais vraiment très très seule. Et est-ce qu'à un moment quand même ce sentiment de solitude se rétablit? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre après le départ d'Alexis, le retour d'Alexis au travail? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que la solitude a dû continuer un petit peu. Ça a continué même un peu plus qu'un petit peu, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai accouché en mars. J'ai gardé Alice à la maison jusqu'en septembre par choix. Je voulais pas la mettre à la crèche avant. Elle est entrée à la crèche en septembre, donc elle avait presque 6 mois. Et même après ça, la solitude était toujours là, en fait. C'est-à-dire que, en fait, elle allait à la crèche 3 jours par semaine. Et moi, je bossais. Et en fait, je bossais. Puis les jours où elle était avec moi, mais on n'était que toutes les deux. Et ça a duré très longtemps. Ça a eu un impact dans votre... façon de... Je connais la réponse, mais bon, on va la partager aux auditeurs. Un impact dans la façon de justement de chacun trouver votre place dans votre parentalité et de construire, parce que on se parle de construction de cette vie de famille. Ouais, ça a eu un... c'est simple, Alexis a dû trouver sa place dans sa parentalité, je ne sais pas, au bout de peut-être 1 ou 2 ans, j'en sais rien exactement. En fait, je sais même pas te dire quand. Si, je pense savoir quand. C'est quand j'ai repris, parce qu'en fait, cette histoire de solitude m'a beaucoup pesé. Alors, à un moment, j'ai choisi de prendre un CDI. Puis j'ai eu l'opportunité de travailler en entreprise, d'être salariée et de sortir de chez moi. Et je pense qu'au-delà d'aller travailler en entreprise, c'est vraiment le côté je sors de chez moi et je travaille avec des gens qui m'a attirée vers ce travail-là. Et à ce moment-là, Alexis avait plus de temps avec elle parce que je rentrais plus tard le soir. Et puis, du coup, elle est allée à la crèche 4 jours par semaine. Et moi, j'avais mes mercredis avec elle. Et en fait, du coup, le soir, parfois, je rentrais plus tard. Donc, ils avaient des moments tous les deux. Et je me souviens d'un moment aussi, mais ça, c'est l'arrêt de l'allaitement qui a été très, très brutal.
a changé la donne, mais pas parce qu'on n'a été plus. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'elle m'a fait un petit rejet de moi parce que j'étais plus là, Alice, et plus assez disponible. Donc du coup, elle a fait beaucoup de papa à ce moment-là. Ça a duré 4 mois, en fait, je crois, où elle demandait que son père. Après, c'est 1 an, donc entre 1 an et 18 mois, je dirais. Et quand j'apparaissais, elle me disait « Non, pas toi, papa !» Dur. Quand je passais la tête et que je rentrais du travail. Donc il y a des moments comme ça qui ont été très durs, surtout que la fusion était là. Enfin, moi, je suis très fusionnelle avec Alice, et encore aujourd'hui. Enfin, ça ne changerait jamais. Et donc ouais, ça a été assez dur. Surtout que ça suivait un arrêt de l'allaitement brutal que je n'avais pas choisi. Mais elle avait bien choisi par contre. Ah bah le fromage. Ouais. Ouais, mon allaitement s'est arrêté sans que je le décide. C'est-à-dire, je suis partie en déplacement le week-end de ces 1 an au Salon du Livre de Paris. Et quand je suis rentrée, pourtant j'avais tout bien fait, Turlet et compagnie. Enfin, je veux dire, j'étais prêt, le stock. J'avais entretenu la lactation, mais pendant mon absence, parce qu'à la crèche, je veux dire, quand elle a commencé la crèche, l'allaitement continuait, donc elle avait l'habitude de prendre des biberons avec mon lait. Puis elle était née avec ça, donc en soi, c'était pas un problème. Par contre, pendant ce week-end-là, elle a voulu aucun des biberons que j'avais laissés. Ah ouais. Ah non, elle en a pas pris. Donc du coup, c'est pour ça qu'Alexis a complété avec des yaourts et du fromage. Quand je suis rentrée le dimanche soir, elle était contente de me retrouver. On a fait une grosse tétée. Et ça m'a soulagée de ouf. Une grosse tétée. Et le lendemain matin, elle m'a refusé. Elle a tourné la tête. Et c'était non. Elle a voulu Elle a voulu s'installer à la table du petit déjeuner. À 1 an, elle avait 12 mois tout pile. Ta fille, quoi. C'est ça, je suis en train de visualiser Théa là, à l'instant où tu me parles, me disant non, pas tété, fromage. Ok. Et elle voulait être à table et prendre le petit déjeuner avec du fromage, des yaourts et une compote, quoi. Bon, c'est tout. J'avais lu que la greffe de tété était possible, que les enfants, les bébés, parfois boudent, en fait. T'as réessayé derrière, quand même, Ah, ou pas? ben non, mais j'ai essayé pendant 15 jours, j'ai essayé. Tous les jours, et à chaque fois, matin et soir, à chaque fois, ça a été non. Alors au début, je me suis dit, vas-y, c'est la greffe de tété, c'est normal. Enfin, elle me boude, je suis partie un week-end, elle n'avait pas l'habitude et c'est ok, elle me le fait un peu payer et c'est normal. C'est sa façon de montrer ses émotions. Sauf qu'un jour passe, 2 jours, 3 jours, moi au bout d'un moment, ça commence à tirer un petit peu. Tu tirais pas? J'ai tiré un peu, mais je voulais pas non plus relancer trop la lactation parce que je voulais pas. À ce moment-là, t'es à une tétée matin, une tétée soir. Ouais, j'étais à une tétée. Voilà, c'est ça. Ouais. Je n'avais pas envie de retourner dans un engrenage où c'était plus que ça. Et donc, c'est tout. À un moment, j'ai tiré quand même, parce que sinon, je décédais, clairement. Et en fait, je lui ai proposé tous les jours. Et au bout de 15 jours, en fait, j'ai fait une croix dessus, parce qu'elle n'en a plus jamais voulu. Je le dis là comme ça, avec aisance. Ce fut tout sauf un moment facile pour moi. On prépare pas à l'arrêt de l'allaitement, qu'il se fasse bien ou pas, on te dit rien dessus. Non, de toute façon, c'est soit t'allaites, soit t'arrêtes pas. Soit t'allaites pas. Si, on te dit que tu dois allaiter 3 mois, enfin, que tu dois arrêter à ta reprise du travail, mais c'est la seule raison pour laquelle tu auras le droit de sevrer ton enfant. Tu vois. Et que tu aurais droit à la rigueur, soit, mais l'occasion. C'est l'occasion, ouais. C'est comme si ça n'existait pas. Ouais. Alors qu'en fait, moi, c'était pas un sevrage choisi, en fait. Et je l'ai très mal vécu. Mais psychologiquement, c'était hyper dur, en fait. J'avais l'impression de plus être utile à la survie de mon enfant. Alors qu'en soi, ça faisait un petit moment qu'elle mangeait autre chose que du lait, clairement. Mais j'avais l'impression de plus être là, d'être plus être utile pour elle, en fait. De plus avoir... Ma maternité avait plus le sens que je voulais lui donner. Et aussi, ça annonçait un cap qui me faisait très, très peur. À savoir on entrait dans le vif du sujet de la parentalité et de l'éducation. Et c'est à ce moment-là, parce que la première année, on ne va pas se mentir, un bébé, alors il y a une sécurité affective, tout ça, mais tu n'es pas tellement dans le partage verbal, tu vois. L'interaction elle n'est pas oufissime. Et le fait d'arrêter cet allaitement, ça me faisait entrer dans une phase de ma maternité à laquelle je n'étais pas préparée et qui me faisait très peur parce que j'avais très très peur de casser mon bébé. Pas la faire tomber, on s'entend, mais de la casser émotionnellement. J'avais peur de lui faire du mal, en fait, de détruire sa vie, de faire des erreurs qui pourraient l'emmener à 10 ans de thérapie, de dire des choses qu'il fallait pas, d'être mauvaise, en fait, pour elle. Du coup, tu avais peur que tes nouvelles interactions, qui n'étaient pas celles de l'allaitement, finalement, allaient être nocives, allaient être potentiellement délétères. Tu avais peur de dire le mot de trop, de dire le mot qu'il ne faut pas.
En fait, j'étais persuadée que je serais jamais une bonne mère, en fait. Et pourquoi? Ça sortait d'où, ça? Ça sort de mon enfance, de mon expérience, de moi, de l'impact que je peux avoir sur les autres. Aujourd'hui, je sais que c'est plus le cas, et c'est pour ça que c'est peut-être parfois un peu difficile pour moi de faire un retour en arrière et de parler avec des mots objectifs. Subjectifs plutôt, pas objectifs, parce qu'aujourd'hui je suis objective et à l'époque je l'étais pas. Mais de la casser, en fait. J'avais peur de lui faire du mal, j'avais peur de la casser, j'avais peur de pas être la mère qu'il faudrait, j'avais peur de... Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'arrives à te dire quand même que tu seras la mère qu'il faut parce que tu fais ton max? Non. Ou en fait... Ah non. Non, toi, t'as défini quel était le niveau d'exigence qu'il fallait et il faut absolument l'atteindre. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand t'arrives pas à atteindre ce niveau-là d'exigence? Il se passe 4 mois où j'étais pas très loin du burn-out, clairement. Où ça ressemblait très fort à une dépression et je suis retournée voir quelqu'un. Ça m'a pris que 2 séances, je crois, pour éradiquer ce truc. Et après, ça a été beaucoup de développement personnel, beaucoup d'apprentissage. Ça a été beaucoup de... J'ai ouvert le blog, Prenons un café, où je racontais mes déboires, où je racontais mon expérience à moi. Je l'avais déjà ouvert à ce moment-là. Non, si, je l'avais déjà ouvert à ce moment-là. Et ça a été ça, en fait, d'aller me rendre compte que... Non, à l'époque, il n'y avait pas de « je vais me rendre compte que je ne suis pas toute seule ». Non, j'étais toute seule. Tu avais juste besoin de sortir. J'avais besoin d'en parler et en fait, j'avais surtout besoin d'avertir les personnes Une bouteille à la mer, quoi. Ouais, qui allaient passer là-dedans après, en fait. Parce que je trouvais ça injuste que personne m'ait averti. Je trouvais ça tellement injuste, en fait. Alors que je suis même pas sûre que j'aurais écouté si on me l'avait dit. Mais n'empêche que je trouvais ça injuste quand même. Je me souviens de l'époque où j'ai découvert ton blog. C'est un peu à la période où finalement on s'est rencontrés, où tu venais tout juste d'être maman. Quand on s'est rencontrés la première fois, donc 2017, fin 2017, parce que Alice, elle avait pas 1 an et c'était une des premières soirées que je faisais à l'extérieur. Et tu me parles de ton blog et je me dis, c'est cool que quelqu'un parle de ces choses-là, sachant que ça fait que moi, dans ma culture, c'est des choses que je voyais sans même me rendre compte que c'était si ouf, tu vois. Enfin, ça faisait partie d'une réalité, pas de ma réalité, mais d'une réalité que je connaissais. Ouais. Et quand j'ai beaucoup feuilleté ton blog, et je me suis dit, mais c'est fou, c'est vrai que c'était hyper bien tourné, hyper bien écrit, et tu te disais, waouh, c'est fou ce que les femmes et les hommes et les parents qui vivent ça ne connaissent pas, quoi. Ça doit être dingue, en fait, de se prendre tout ça, parce que ta façon, ton billet de blog, c'était vraiment la maman qui... je vais vous raconter ce que j'ai vécu et ce que ça fait quand on le découvre pour la première fois. C'était très exactement ça. Et j'avais toujours un passage Imaginez adressé au Dulipar. Exactement, j'adorais. C'était mon passage où je suis là, putain, c'est exactement ça la métaphore. Parce que je connaissais l'autre partie et je me reconnaissais dans la métaphore de la Dulipar et je suis là, ah ouais, non, genre, what the fuck, quoi. Apprendre ça d'un coup. Les gens vont pas comprendre parce que le blog, il est pas en ligne en ce moment. Mais je vous tu l'as fermé? J'allais dire, allez le voir. Il est en maintenance. Bon, tu le mettras ouvert de temps en temps. Je vais le remettre. Je vais le ressortir parce que c'est vrai que... C'était trop chouette. Je me censure un petit peu parce que comme je pense plus toujours pareil qu'il y a 4 ans. Mais c'est pas grave, c'est ta façon. Enfin, t'as grandi aussi sur beaucoup de sujets. Ouais. On pourrait en parler des heures. Ouais. Enfin, là, on est en pleine conversation comme deux copines, puisqu'on est 2 copines. Mais... Et puis 2 copines qui aiment bien la maternité. Ah donc oui, ça tombe bien. Ça peut durer longtemps. mais ne serait-ce que ta façon de visualiser la parentalité, je mets de gros guillemets, bienveillante, ça aussi, ça a évolué. Parce que là, ce dont tu me parles à l'époque... j'étais extrémiste. Mais voilà. Mais parce que je me mettais la pression plus que dans ce que je... En fait, j'avais l'impression, et c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Cédric, justement, de Patriarcat, il n'y a pas très longtemps. En fait, pour moi, ce qui était écrit dans les livres, c'était la vérité absolue. Ah, mais voilà. Et en fait, je ne sortais pas de ça. C'est-à-dire que la théorie, c'était exactement ce qu'ils étaient dans la pratique. Ah, mais moi, je suis... C'était mon métier avant, si vous voulez, de faire des livres. Donc, passion. Mais pour moi, ce qui est écrit dans le livre, c'était la vérité. Donc, tout ce que je disais, c'était ce que je devais être. Sauf qu'en fait, il y a aussi, ce qu'on ne comprend pas dans les livres, ce qui est normal, c'est que c'est généralisé, que ce n'est pas adapté à une personne en particulier. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est ça. D'ailleurs, je ne me réfère même plus à des livres, en fait, puisque la base, elle est là. Elle est là, la base de... J'aime même plus dire éducation bienveillante, parce qu'en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où tu aimes ton enfant et que tu veux le meilleur pour lui, tu es bienveillant. Tout à fait. Que tu fasses des erreurs et par ignorance, ce n'est pas être malveillant. C'est parce que tu sais pas. Donc en fait, voilà, tu peux pas dire à un parent qu'il est un mauvais parent s'il agit d'une certaine façon juste parce qu'il n'a pas l'information. Mais après, par contre, tu peux donner l'information et c'est ce que j'essaye de faire.
C'est qu'au lieu d'aller pointer du doigt les parents qui font pas comme moi ou qui font pas ce qui devrait être ou ce qui est pas écrit dans le livre, ben, j'essaye de donner l'information. Et les gens, après, prennent ce qu'ils veulent et prennent ce qu'ils veulent pas. Enfin, prennent pas ce qu'ils veulent pas. Et on en fait ce qu'on veut. Mais juste... Le fameux savoir, c'est le pouvoir. Voilà. C'est valable pour tout. Exactement. Mais par contre, à ce moment-là, moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, c'était comme ça. Mais parce que j'avais tellement pas confiance en moi en tant que mère et en tant que personne. Mais au-delà de en tant que mère, il y a en tant que personne. J'avais pas confiance en moi dans ma vie. Je pensais pas que je pouvais faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je pensais que j'étais capable de rien, en fait. Que j'étais pas bonne dans mon métier, que j'étais pas bonne en tant que mère, que j'étais pas bonne dans mon couple, que j'étais pas une bonne fille pour mes parents et ma famille, j'étais pas une bonne sœur. J'étais persuadée de ça. Aujourd'hui, non, je m'aime bien. Mais c'était ça. Et donc, du coup, forcément, ça pouvait pas aller. Non. Et comment ça se passe avec l'autre partie prenante de cette parentalité? Non, j'en parle pas avec lui. Ou très peu, parce qu'en fait, il prenait enfin le pouvoir sur sa parentalité et j'avais pas envie de... Mais tu disais qu'il l'avait prise assez tard. Ouais. Mais pas de sa faute, hein. Juste parce que moi, j'étais là... Non, je laissais pas la place. Parce qu'en fait, j'avais tellement peu confiance en moi que j'avais l'impression que tous les gens qui seront autour feront pas bien non plus, tu vois. Mais ça, c'est pas un problème avec lui, c'est que j'avais vraiment un gros problème avec moi, en fait. Et donc, ouais, je sors un petit peu, finalement. Et puis, en fait, ce qui a changé beaucoup dans ma vie, et peut-être ça va faire pleurer des gens, mais il y a eu la rencontre avec toi, qui a été le début d'une révélation de moi, en fait. Lèvres tremblotantes. Ouais. Non, mais ça a changé toute ma vie. Quand je te dis toute ma vie, c'est pas juste professionnel. Ça a été un début, ouais. Qu'en fait, de toute cette expérience-là, tout ce que je vivais, tout ce que je racontais, je pouvais en faire quelque chose. Et que tu pouvais exister. Ouais. Exister avec un grand E, quoi. Ouais. Et que vraiment, je pouvais faire quelque chose de ça, en fait. Que je pouvais me servir de ce que j'avais vécu pour offrir quelque chose de bien aux parents, tu vois. Pour qu'eux n'aient pas à vivre ça, ou en tout cas différemment. Et donc, du coup, ouais, il y a eu cette aventure-là, de me dire qu'en fait, je pouvais avoir un rôle pour les parents, que je pouvais avoir un rôle pour d'autres personnes, et qu'en fait, les gens pouvaient me faire confiance, et me faisaient confiance, et puis après, petit à petit, ça s'est déroulé, quoi. Ça s'est déroulé. C'est le cercle vertueux qui se met en place, quoi. Voilà, qui fait ce que j'en suis aujourd'hui, parce qu'après ça, finalement, quand on a eu cette idée-là du Banana Café, en décembre 2018, le Prenons un café n'était toujours qu'un blog et le podcast est arrivé en mai 2019. Et après, le podcast, c'est une aventure qui ne s'arrête pas, en fait, et qui s'arrêtera pas de sitôt, en tout cas, et qui m'a permise de me rendre compte que j'étais à ma place, en fait. Juste, j'étais à ma place, en tant que mère, en tant qu'amoureuse, en tant que parent, et dans la société, en fait. J'ai une place dans la société et je la prends, en fait. Et je pense que ça a tout changé à partir du moment où j'ai eu confiance en moi et en confiance en cette place. J'ai eu confiance en moi dans toutes les autres sphères de ma vie. En fait, c'était si facile que ça, finalement. Voilà. Non, mais la confiance, je pense que c'est le point sur lequel moi je bataille aujourd'hui. C'est peut-être le seul pilier de la parentalité que j'ai. C'est donner confiance à mon enfant. Il peut faire ce qu'il veut, mais tu vois, par exemple, quand je vois Théa monter le canapé comme ça, tête baissée, on y va, et je suis fière, je me dis, elle va se casser la gueule, il y a peut-être 15 fois où elle va risquer de se tuer, mais elle y va, tu vois. Mais ouais, mais ça, c'est... Et puis, en fait, finalement, en n'ayant pas confiance en moi, c'est comme ça que je pouvais détruire ma fille. Exactement. La détruire, à demi-mot. Et détruire, finalement... c'est un mot fort, mais... Oui, bien sûr, si tu bats ton enfant tous les jours pendant X temps, là, oui, il y a une histoire de destruction. Ne pas avoir le mot de trop, parce que je sais que dans les questions que tu as posées, que tes abonnés t'ont posées sur Instagram, il y avait justement comment tu gères les frustrations, comment est-ce que tu y a des est-ce que jours tu où je gère pas. mais il y a des jours où on gère pas, et c'est ok. Et c'est-à-dire c'est ok parce que tu verbalises beaucoup, ça aussi c'est quelque chose qui mon éducation, elle est... En fait, je dirais même pas qu'elle suit un principe d'éducation parce qu'elle n'en suit pas. Au début, j'ai été très scolaire et très théorique, mais en fait, l'éducation que je donne à ma fille, c'est du feeling, en fait, c'est du bon sens, c'est mon bon sens. Ton bon sens. Enfin, notre bon sens, parce qu'on est en deux à l'occurrence. l'élever. Mais en fait, je me pose pas de questions, en fait. Je fais. Tu fais ce que tu penses être le meilleur pour et pour surtout, et toujours, je transpose.
je me dis, moi, à sa place, tu vois, j'essaye de me mettre à la hauteur d'un enfant de 4 ans, 3 ans, 2 ans, peu importe l'âge qu'elle avait. J'essaye de me mettre à sa hauteur, mais parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai appris des choses sur le développement du cerveau de l'enfant, parce que j'ai appris des choses sur le développement émotionnel de l'enfant. Et donc, en fait, du coup, je step back. Et à aucun moment, quand elle se met en colère, quand elle a une crise émotionnelle, je le prends pour moi. Et que quand elle hurle dans un magasin parce qu'elle veut tel jouet, en fait, c'est normal qu'elle hurle parce qu'elle veut tel jouet. Parce que, en fait, à sa place d'enfant de 4 ans, moi aussi, je voudrais ce jouet-là. Non seulement tu voudrais ce jouet-là, mais alors, tu sais pas gérer cette frustration. Non, bien sûr que non. Pour toi, ne pas avoir ce jouet-là, c'est la pire chose qui puisse t'arriver à ce moment-là. T'as pas du tout de relativisation d'intensité, tu sais. Donc mais ce step back là, ce recul, il est pas évident. Il est pas évident, il est pas venu tout de suite, hein, surtout parce que tu vois, c'est ça aussi. Et c'est assez rigolo même dans les conversations qu'on peut avoir, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir aucun problème avec ma parentalité. Genre, il y a pas de problème chez moi, tu vois. Genre. Mais en fait, en vrai, au quotidien, il y a des crises, il y a des trucs comme ça. Bien sûr. Mais en fait, je vois pas où est le problème. Mais c'est d'ailleurs ok d'avoir des problèmes, tu vois. Ah oui, non, mais c'est ok. Mais tu vois, mais parce que j'en suis là, tu vois. Alors moi, j'ai l'impression aussi d'être un peu sortie du tunnel, et c'est vrai qu'il y a quand même un cap à un certain âge. C'est-à-dire que moi, je suis quand même sortie de la toute petite enfance, et carrément. Que c'est pas la même parentalité. T'es pas le même parent d'un enfant de plus de 3 ans d'un enfant de moins de 3 ans, c'est sûr. C'est plus les mêmes enjeux, et voilà. Mais aujourd'hui, moi, ma parentalité, en fait, elle est fluide. Elle est très, très fluide. Mais il y a des jours où je veux pas. Il y a des jours où elle se fâche et je me fâche parce que je suis pas disposée, parce que j'ai mes règles, parce que je suis en SPM, ou parce que juste j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est tout. Et en fait, juste, je dis les choses. Je verbalise. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à faire, et je pense que la parentalité m'a beaucoup appris à faire. C'est que je verbalise mes ressentis, mes émotions. Quand quelque chose ne me convient pas aujourd'hui, je le dis. Mais pour lui donner l'exemple. Parce que je pense que c'est important, et elle le dit aussi, tu vois, quand elle est pas contente, j'essaye de lui faire en sorte qu'elle dise pourquoi. Qu'elle comprenne ce qui la met en colère. Quand cette semaine, elle est venue me voir, maman, j'ai la colère qui monte dans mon ventre, j'ai besoin d'un câlin. C'est beaucoup trop cute. Mais alors, en fait, je suis tellement contente quand je l'entends parler comme ça, parce que je me dis, mais oui, en fait, au moins on évite une crise. Elle arrive en hurlant, je sais pas ce qui se passe, elle sait pas ce qui se passe, et personne s'entend parce qu'elle est arrivée trop loin dans sa colère. Et voilà, en fait. Ça, c'est vraiment un truc important, quoi. Qu'on a mis en place et qui est pas venu tout de suite. Et ça, c'est le développement personnel qui me l'a apporté aussi, clairement. Et pour autant, il y a des jours où ça craque, et c'est la vie, en fait. Et puis après, je dis que là, ça paraît bisounours. Peut-être que je supprimerai d'ailleurs ce moment bisounours, mais peu importe. Mais il y a aussi eu un événement dans notre vie de famille qui a fait que ça a été très difficile à un moment. C'est le burn-out d'Alexis. Le burn-out d'Alexis, ça a été un moment très difficile. Ça a été votre tempête. Ah oui, notre tempête de couple, clairement. On en est sortis, on s'aime. Je ne sais pas par quel miracle, mais on en est sortis. Et non, ça a été dur. Alexis a commencé... c'est marrant parce que le burn-out a un peu commencé au moment où on s'est rencontrés. Fin 2018, et ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps finalement, parce que médicalement parlant, on va dire que ça s'est arrêté le jour où il est sorti de cette société, parce que c'était un burn-out professionnel en décembre 2019. Mais en fait, je dirais que ça laisse des traces, hein. On voit le bout du tunnel depuis peut-être septembre, je dirais, 2020. Où là, ça va vraiment mieux, il n'y a pas de souci. Et encore, dans notre couple, je dirais qu'on a vu la fin du tunnel le 31 décembre 2020, tu vois. Bon, voilà. Mais c'est tout. C'est tout. Donc ça fait 6 mois. Et ça laisse des traces, et c'est des choses, tu vois, qu'on néglige. Et moi, tu vois, mon combat pour la parentalité et pour les choses en général, c'est la santé mentale, parce que moi, je pense que c'est important. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant avec mon parcours, parce que si aujourd'hui je suis la mère que je suis, et si aujourd'hui je trouve que c'est easy entre guillemets, c'est parce que c'est du travail de thérapie derrière. C'est presque un peu moins de 2 ans de thérapie pour en arriver là, et c'était pas terminé après les 2 ans de thérapie. Derrière ça a été du développement personnel, donc ça a été aller à la recherche de moi, de qui je suis, de qui je voulais être en fait aujourd'hui. Et ça, tu peux pas forcément toujours le faire en thérapie, ça demande encore du travail derrière. Donc en fait, non, c'est pas facile. Aujourd'hui, je suis là où j'en suis parce que j'ai remué la merde pendant très très longtemps.
Ça sent mauvais pendant un temps, puis jusqu'à ce que tout le sol soit nettoyé, quoi. Donc non, c'est pas facile. Non, il n'y a pas de formule magique. Devenir parent, c'est compliqué. D'ailleurs, qu'on ait une base solide ou pas, hein, dans tous les cas, c'est un chamboulement. Parce qu'on a toujours l'impression d'avoir la base la plus solide du monde et il y a quand même des failles qui ressurgissent à ce moment-là parce que le cerveau humain et le corps humain sont faits pour que les failles ressortent à ce moment-là. Parce que devenir mère, c'est pas juste avoir un enfant. Devenir mère, c'est renverser le monde d'avant pour construire un monde d'après. On n'a pas juste un enfant, en fait. Et c'est ça, et c'est l'impression qu'on a d'ailleurs en général quand on dit, quand on a ce désir d'enfant, on veut avoir un enfant. En oubliant complètement ce que ça va impliquer chez nous, en fait. Sauf qu'en fait, quand on devient... Et je parle de maman parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau des pères. Parce que je ne peux pas me permettre de dire ce qui se passe dans le cerveau des pères, parce que je n'en ai pas. Disons que nous, on vit une matrescence, ils vivent une patrescence. Ça doit être également. différent et ça doit être aussi fort, et j'en sais rien, il faudra demander à un père. Mais on n'est pas préparé à ça, en fait. On n'est pas préparé, et je ne suis pas sûre qu'on puisse se préparer vraiment à ça, parce qu'en fait, il n'y a qu'en le vivant vraiment qu'on le comprend. Et c'est aussi pour ça que les dépressions du postpartum arrivent, parce qu'il y a des choses dans la vie d'avant qui ne sont pas réparées. Mais la dépression du postpartum, c'est pas quelque chose de forcément mauvais, c'est quelque chose de difficile, de très difficile à vivre, mais c'est surtout un signal du corps qui te dit, mais là, on est au fond du fond, viens, on se prend la main, viens, on va nettoyer tout ça, on va travailler tout ça pour que la vie d'après, elle soit géniale et elle soit meilleure. Donc en fait, à toutes les personnes qui vivent mal leur maternité, qui vivent mal le fait de devenir parent, en fait, c'est pas très grave en soi. C'est difficile, ça fait mal, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours des solutions et aller voir un psy, faire une thérapie, c'est OK. C'est plus qu'OK. C'est pas OK, c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire à un moment de sa vie et particulièrement celui où on devient maman. C'est nécessaire de le faire, même si c'est que pour une séance. Hein. Moi, j'ai fait que 3 séances. Et encore, la 3e ne servait vraiment à rien. C'est parce que je l'avais mise dans mon agenda et par respect, j'ai honoré le rendez-vous. Mais alors, tu vois, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu n'as plus besoin. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que... Moi, ma thérapie s'est terminée le jour où j'ai oublié un rendez-vous. Ah, tu vois. Du coup, je l'ai rappelé. Je suis trop désolée. Elle dit, non, mais c'est très bien. Et je pense qu'ils sont habitués, les psys, à ça. Non, mais c'est très bien que vous ayez oublié. Ça veut dire que peut-être, en fait, vous n'en avez plus besoin. Et voilà, à l'occasion, vous me rappelez si vous ressentez le besoin. Mais c'est pas grave, on n'en remet pas d'autres. Mais alors, avant ça... Genre au début, mais jamais j'aurais oublié un rendez-vous. Jamais, j'attendais que ça. Ouais. Je me souviens de cette attente du premier rendez-vous. J'avais tellement de choses à lui dire et à déposer, tu vois. Mais ça peut être une session comme une thérapie de 3 ans, en fait. Complètement. Quand on va voir un psy, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais par contre, je pense que la démarche est nécessaire. Parce que rien que de prendre le rendez-vous, c'est déjà faire un premier pas vers le mieux. Et c'est déjà aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est être actif de son bien-être. Parfois, il y a juste une crotte de lapin à déterrer. Et parfois, il y a un gros tas de fumier à remuer. Quoi ça parle caca. Mais elles sont vachement bien, mes citations caca. Ça parle à tout le monde, le caca. Je vous rappelle que tout le monde fait caca. Et que souvent, il sent mauvais. Et que souvent, ça pue. Hein ? Voilà. Faut arrêter d'être gêné, hein. Et non, voilà, je pense que c'est important et je pense que le conseil que je pourrais donner à la personne qui s'apprête à devenir parent, c'est va voir un psy, quoi. Pas parce que tu vas devenir fou, mais juste fais un état des lieux. Carrément. Fais un état des lieux. C'est ça. Juste, voilà, c'est quoi l'appart ? Où est-ce qu'on va, là ? Dans quoi on va poser ce nouveau meuble qui va prendre beaucoup de place dans ta vie ? Un peu, ouais. T'as prévu un clic-clac et en fait, ta pièce... Non, mais en vrai, avant de devenir parent, tu crois qu'avoir un enfant, ça va juste changer ton emploi du temps ? Ça va changer quoi ? Il faudra que tu quittes plutôt le boulot pour aller chercher à la crèche. Ça va peut-être changer tes nuits un certain temps, mais c'est tout. Tu penses qu'au truc tactile, tu vas payer plus d'argent en couche, éventuellement du lait, faut payer des études un jour. Alors qu'en fait, tout ça, c'est pas ce qui est le plus important. Et c'est pas le changement le plus flagrant, finalement. Non. Clairement pas. C'est ce que tu es, donc... Voilà. C'est ce que tu vas devenir et Et puis... C'est tellement important d'être bien avec soi, en fait. Si t'es pas bien avec toi, tu seras pas forcément le parent que tu souhaites. Parce que c'est ça la question, c'est quel parent tu veux être ? Quel parent t'as envie d'être ? Et on rappelle que ça peut très bien se passer. Je veux dire... Ah, mais ça peut très bien se passer, mais tu verras bien que... des lieux, ça peut être intéressant. Non, mais tu verras que chez les gens chez qui ça se passe très bien, c'est des gens qui ont conscience, en fait. Complètement. Les gens qui sont en pleine conscience, et c'est pour ça que je te dis, chez moi, ça se passe très bien.
Moi, j'ai pas de problème en ce moment. Ça se passe très bien. Ça fait quasiment 1 an que ça se passe très bien. Ou si ce travail-là, tu l'as fait avant d'accueillir ton enfant et que tu te et même connais. après, finalement, non, parce que ça a été, oui, les 9 mois de grossesse, ça a été tout le postpartum, parce que finalement, moi, je me sens bien aujourd'hui et je te dis que tout va bien, mais ça fait quoi ? Ça fait à peine 1 an, je dirais que c'est comme ça. Ça veut dire que pendant 3 ans de maternité, j'ai eu l'impression de nager dans la merde, où c'était compliqué, où c'était dur. Et en soi, tu peux dire que c'est dur logistiquement, mais tu vois, c'est pas encore pareil de dire ouais, j'ai pas dormi. Ça, c'est j'ai pas dormi. Il est malade, machin. Mais tout ça, c'est des choses c'est des détails de la vie qui sont chez tout le monde. Mais quand toi, profondément, t'as l'impression de pas voir le jour, de pas avoir de temps pour toi, de pas te sentir libre, de te sentir emprisonné dans ta vie, bah là, c'est pas normal. Ah non, y a rien ça, normal c'est pas ça. normal. Moi, aujourd'hui, je me sens pas emprisonnée dans ma vie. Je me sens libre de faire ce que je veux. Ça n'a pas toujours été le cas. Surtout... Non, mais je disais ça dans le sens où, par exemple, moi, tout ce que tu décris là, je ne l'ai, en tout cas jusqu'à présent, jamais ressenti. Mais parce que ce travail-là... Mais tu l'as fait en avant. Je l'avais fait en amont. Ouais. C'est ce que je dis. Ouais. Il faut, à défaut de le faire quand bébé arrive, penser à réfléchir à ces questions-là. Mais tu l'as fait à quel moment ? Tu l'as fait au moment où tu as décidé d'être maman. Tout à fait. Tu vois ? C'est parce que chez toi, ça a pris plus de temps que chez d'autres personnes. Exactement. Un temps qui finalement était nécessaire. Ouais, c'est pas pour ça que t'es pas devenue maman avant, mais c'était comme ça. Mais parce que et finalement, tant mieux que tu l'aies fait avant. Ah oui, le trimestre 0 a été un peu long, mais nécessaire. Ouais, mais tant mieux parce que finalement, peut-être, tu l'aurais inévitablement vécu, mais avec en plus des privations de sommeil. Non, mais c'est des facteurs aggravants. Non, mais quand tu te rends compte, quand tu traverses ces phases-là, et qu'en plus, ton bébé ne dort pas, et qu'en plus, tu viens de te prendre un 33 tonnes, et qui est la grossesse et l'accouchement, et ton bébé à côté, et que tu vis ça en même temps, bah pardon, mais oui, il y a la dépression du postpartum. Enfin, je veux dire, évidemment. Non, mais sans même venir à la dépression du postpartum, c'est normal que tu te sentes comme une merde à ce moment-là, tu vois. Oui, mais si tu l'as préparé avant, bah tu sais en fait. Tu sais pourquoi. Tu sais que quand t'es au fait avec toi-même, et ben c'est ok. Et alors, aujourd'hui, quels sont, selon toi, les challenges qui t'attendent au niveau de ta parentalité ? Oh bah l'adolescence, hein. Pardon, hein. Personne n'est prêt. Voilà, quels sont les challenges de ma vie ? Ça va être ça ? Non, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas parce que... Tu projettes pas de toute façon. Non, je projette jamais. C'est vrai que c'est une question qui ne te va pas finalement, non, parce que t'es pas quelqu'un qui se projette dans... Moi, je me projette pas, je me projette dans rien. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu imagines comme déco dans cette pièce ? Je vais te dire, alors là, je vais appeler Léa, parce que moi, j'en sais rien. Mais moi, je fais pas ce genre de choses. Je suis pas quelqu'un qui me projette de manière générale. Là, même pour mon business, je me suis projetée à décembre. Enfin, tu vois, je sais pas aller plus loin. Pour moi, ça n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas n'est pas projetable. Enfin, pour moi, voilà. Je ne m'imagine même pas, moi, en tant que personne, en étant vieille. Bon, j'avoue que là, je me projette pas aussi loin, pourtant. Non, mais genre, avoir 40 ans, pour moi, c'est... Je sais pas. Ah, 40 ans, c'est vieille pour toi ? Non, mais c'est pas vieille, mais je me projette pas. Tu m'as fait très peur. Non, mais je me projette pas à 40 ans. Non, autre chose que l'adolescence, peut-être, ce sera son départ. Ah. Parce que l'adolescence, potentiellement, ça peut très bien se passer aussi, j'en sais rien. Mais vraiment, le jour où elle partira de la maison, je pense que ça va être dur pour moi. Ou Là, pas. t'arrives à te projeter sur ça, tu vois. Oh, le drame, oui. Je me projette sur du drame. Ma mort, son départ de la maison, rien que ça. Non, mais ouais, catastrophe. je pense que le jour où elle va partir de la maison, ouais, ça va être un peu chelou. Mais en même temps, je nous imagine vachement bien tous les deux encore, tu vois, avec Alexis. Ah, donc c'est bon. Ouais. Ça, c'est cool. En revanche, pas d'autres enfants. J'allais y revenir. C'est marrant parce que dans ton futur que tu n'arrives pas à projeter habituellement, là, c'est sûr et certain, il n'y a pas de deuxième, quoi. Dans ce que tu imagines. Alors, j'aime Après, pas dire il n'y en aura pas parce que je sais très bien que la vie est faite de façon à ce qu'on peut-être changerait la vie. Mais clairement, j'imagine pas ma vie avec un autre enfant. Non, je veux pas d'autre enfant. Je ne veux pas d'autre enfant. Pas parce que je n'aime pas ça. Parce que autant demain, tu me dis tu es enceinte, je dis ouais, d'accord. Mais 1000 fois. Juste pour vivre aussi un accouchement physio que j'aurais choisi, ça me ferait bien kiffer. De préparer un accouchement déjà, tu vois, ça serait un truc cool, tu vois, même si ça se passe pas forcément comme prévu, mais au moins préparer dans l'optique avec un objectif, ouais, ça j'aimerais bien. Mais le postpartum, ça je donne, j'en veux pas. Et la suite, j'en veux pas en fait.
Je pourrais peut-être être mère porteuse, mais et encore non, parce qu'en fait, en tout cas pas dans ma vie actuellement, parce que pour moi ça me bloquerait dans mon évolution personnelle et professionnelle. Et pour l'instant c'est ce côté-là, parce que autant j'ai mis 4 ans là à libérer un peu tout ça, mais j'ai 32 ans et ça fait, je dirais, 2 ans que j'ai commencé vraiment ma vie à moi. Et du coup j'ai quand même un peu envie de la vivre, ma vie à moi. C'est beau. Et ça inclut ma fille dans ma vie à moi. Ah non, mais complètement. Mais c'est bien, je trouve, de le dire, tu vois, haut et fort, et d'assumer de le dire. Non, mais en fait, là, j'ai envie de kiffer moi. Ah ouais. Non, puis c'est trop un don de soi, clairement. Et moi, je suis pas prête à ce don de soi-là, de moi là, tu vois. Non, je veux pas, parce que je me dis, faire un bébé, ça reste quand même te bloquer physiquement pendant 2 ans, tu vois. J'englobe... le postpartum, la grossesse, et j'ai pas envie d'être dépendante de ça. Moi, j'ai envie de dire, si j'ai envie de sortir avec mes copines, bah, je vais boire un verre, je me pose pas la question, tu vois, par exemple. Mais parce que j'ai pas envie de ça. Moi, ça m'a pas gênée quand j'étais enceinte, tu vois. C'était pas des questions, et voilà. C'est juste, moi, là, je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'en ai pas envie. Comme les personnes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas envie d'avoir d'enfants pour toutes les raisons du monde. Moi, j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant. Il y a eu un moment où je me suis posé la question parce qu'en fait, j'entendais beaucoup, et beaucoup moins maintenant, mais peut-être parce que j'exprime aussi ma façon de penser. Mais quand Alice a eu 2 ans, ah bah alors, à quand le petit deuxième, machin. Et quand je disais que potentiellement, en fait, j'en voulais pas, on me disait, oh, bah vous pouvez pas faire ça à votre fille quand même, vous allez bien lui offrir un petit frère ou une petite sœur. Comme si tu faisais un enfant pour un enfant. Et en fait, du coup, pendant un moment... Comme un cadeau. Ah, c'est ça. Lol. Mais pendant un moment, j'ai eu cette impression de la priver de quelque chose. Alors qu'en fait, je la prive de rien, vu qu'en fait, elle sait pas ce que c'est. Puis quand bien même... Et puis potentiellement, elle pourrait se détester. Hein, peut-être qu'ils pourraient ne pas s'entendre. Et puis un enfant, ce n'est pas un cadeau que tu fais à quelqu'un. Non. Comme ce que Alexis te disait au départ, on ne fait pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un. Écoute, ma parentalité a commencé avec cette phrase. Et elle s'arrêtera grâce à cette phrase. Non, c'est vrai, on fait pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un, que ce soit son conjoint, sa conjointe ou son enfant qui est déjà là, ou ses parents, parce qu'ils désirent être grands-parents. C'est pas une raison suffisante de vouloir un enfant. Quand tu vois tout le chamboulement que ça demande et que ça t'impose... C'est pas une raison suffisante. Alors, du coup, ouais, il y a des jours où Alice, elle s'ennuie. Bon, il y a des jours où peut-être que je joue à la poupée un peu plus que ce que j'avais imaginé. Mais scoop, c'est hyper bien de s'ennuyer. Ah ouais, non, mais c'est génial, elle va développer un potentiel intellectuel. Écoute, ma fille, elle a 4 ans, elle sait presque lire. Donc, si elle avait un petit frère, une petite soeur, elle aurait pas le temps. Hein. Voilà. On fait des choix. On fait des choix. Non, mais je veux dire, il y a des trucs comme ça où je joue peut-être un peu plus avec elle parce qu'on est peut-être un peu plus sollicité. Parce qu'il y a personne avec qui jouer. Et des fois, elle nous dit, ah, mais j'aimerais bien jouer avec quelqu'un. On appellera une copine ou un copain, puis elle aura des copains et des copines. Et puis c'est pas grave, on sera ces personnes qui soulageront les parents qui ont plusieurs enfants d'en prendre un pour aller jouer avec notre fille. Et puis c'est tout. C'est pas grave. C'est très bien. Mais c'est très bien comme ça, en fait. Et nous, on est en accord avec ça. Et puis plus le temps passe, plus l'idée de refaire un enfant nous donne presque de l'urticaire. Alors, c'est que non. Et encore, parce que, tu vois, genre, il y a 2 semaines, on a eu des amis à la maison qui avaient une petite d'1 an. Et Alexis, quand ils sont repartis, il me dit... Ah, elle est mignonne hein, quand même. Hein. Je vais t'as l'utérus qui travaille. Il fait, ouais, mais pas à ce point-là. Hein. T'as envie parce que c'est vrai que c'est mignon à cet âge-là et que y a des trucs mignons. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi mignon et c'est même encore plus mignon et chaque jour est plus mignon que le précédent et l'amour est là et puis vraiment, ma vie professionnelle est trop importante pour que je la mette de nouveau entre parenthèses parce que il faut pas se leurrer. La grossesse, à un moment, tu mets quand même ta vie professionnelle entre parenthèses parce que faut que tu accouches déjà. Et moi, j'ai pas envie, ne serait-ce que 6 mois, de la mettre entre parenthèses. Je n'ai pas envie de ça. Ça commence seulement. Ce serait un peu dommage d'arrêter là. Et moi, j'ai pas envie de ça. Carrément. Bien, écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, j'ai très soif. J'ai hyper soif. Voilà. Pourtant, j'ai parlé beaucoup moins que toi. Ah, je sais. Non, mais voilà. Je sais pas ce que cet épisode donnera. Je sais pas si ça répond aux attentes des auditeurs et des auditrices de savoir la genèse de tout ça. Parce que j'ai vaguement parlé de Prenons un café, mais peut-être qu'on comprendra pourquoi je l'ai créé. Mais je pense que revenir sur les débuts de ma parentalité, ce que les gens n'ont jamais vu finalement, parce qu'à ce moment-là, je ne montrais pas parce que j'en étais pas là, ça peut être important de montrer que en fait, c'est pas inné et que je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Enfin, je suis comme tout le monde en fait, et que si j'en suis là aujourd'hui,
c'est que j'ai travaillé et que il y a eu des moments très difficiles et qu'à un moment, en fait, les personnes qui sont dans des passages difficiles, j'ai envie de leur dire que la lumière, elle existe derrière, en fait. Et qu'en allant remuer cette merde-là et en allant vous donner les clés, vous la verrez aussi, la lumière. Et je suis là. Coucou, je suis Coucou. Hey, c'est moi, Élise Bulté. Et voilà, et puis pour tout le reste, il y a Prenons un café. Prenons un café. Hein, non, mais puis en fait, c'est vrai que cette phrase qui définit le podcast, vous pensiez être seul à galérer, mettez vos écouteurs, prenons un café, c'est ça. C'est exactement ça. Vous pensiez que vous étiez seul à galérer, ça a été moi, ça, cette personne qui pensait être seule à galérer. Et en fait, il s'est avéré que quand on ouvre les yeux, non, tout le monde est dans le même bateau. Et à des échelles différentes, avec des expériences différentes, avec des chemins de vie différents. Mais au final, on y est tous, quoi. Et si mes podcasts peuvent aider, et si mon travail peut aider des personnes à y voir plus clair parce qu'elles se retrouveront dans telle ou telle personne, j'ai tout gagné, en fait. J'ai tout gagné et ma mission, elle est un peu là. Que personne vive ce que moi j'ai vécu, même si ça, je peux pas l'éviter, mais qu'il y ait au moins une solution derrière. Oh oui, il y a des solutions. Voilà. Moi, j'ai commencé mon allaitement de la plus belle des façons aussi grâce à toi. Je me suis souvenue de ce témoignage que tu m'avais fait en toute amitié, de ce moment tété à table, là, pour faire attention et être vigilante, en fait, des gestes qu'on a posés sur Théa au moment qui pouvaient être critiques pour notre première rencontre au niveau de l'allaitement. Donc, si, bien avant tout ce que Prenons un café est devenu, tu avais déjà fait maintenant, je suis worldwide. Ton travail. En tout cas, merci Sylvana, c'était agréable de le faire avec toi. Écoute, puis je trouve que ça a quand même beaucoup de sens de le faire avec toi aussi. La fin d'une saison. La fin d'une saison, une saison 4 qui arrive début septembre, avec plein de surprises, encore plus de café, beaucoup plus de café. Vous allez, j'en reparlerai. Énormément de caféine. Énormément de caféine, et j'en reparlerai parce que je vais faire un petit... comme une petite conférence de presse de rentrée, mais version sans presse. Ça y est, je suis France 2 maintenant. Je suis France 2, TF1, mais il y aura La Voix du Nord. Et encore, l'Ilactu. Et non, mais j'en reparlerai. Et puis, il y a beaucoup de choses qui arrivent à la rentrée. Toujours les mêmes témoignages le mardi et des petites surprises le vendredi. Voilà. C'est chouette. Oui. Merci beaucoup, Élise, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je suis très fière de la femme à défaut de la mère, aussi la mère que tu deviens, que je redécouvre via ce témoignage. Je suis très très fière de toi et il est temps pour toi d'exister avec un grand E, Madame Élise Bulté, avec un grand E. Merci Sylvana. Merci Élise. Voilà, c'est ainsi que s'achève la saison 3 de Prenons un café. Je te remercie de l'avoir suivi, de m'avoir soutenu chaque semaine. Et je remercie également les invités qui ont fait de cette saison une année particulièrement riche en rencontres, en émotions et en moments de folie. Je suis très émue de la clôturer car elle m'a permis d'aller encore plus loin, tant dans le pan personnel que professionnel de ma vie. Je remercie également les sponsors de cette saison qui m'ont fait confiance pour les mettre en avant. L'aventure Prenons un café ne fait que commencer. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te donne rendez-vous mardi 7 septembre pour une nouvelle saison riche en surprises. Cet été, je te proposerai des rediffusions des meilleurs épisodes de Prenons un café. Donc si tu n'as pas tout écouté, reste connecté. D'ici là, je te souhaite un très bel été. N'oublie pas de prendre soin de toi autour d'un café frappé.